Donc à partir de là, 3, 6, 9, 12, alors oui, on vous a mis les balises derrière, 3 ans, 6 ans, 9 ans, 12 ans. Hein. C'est des repères que vous trouverez également sur Internet en tapant 36912.org. Et vous verrez que sur le site, il y a aussi une newsletter à laquelle vous pouvez vous abonner pour recevoir chaque mois des informations sur nos activités, mais aussi sur les changements en cours autour des écrans, changements législatifs, changements technologiques, expériences innovantes, etc. Voilà. Donc, avant de vous dire un petit peu en quoi consistent les repères 3, 6, 9, 12, je vais d'abord dire quelques mots sur les grands bouleversements actuellement liés aux écrans, parce que même si, je ne l'espère pas, hein, même s'il y en avait parmi vous qui font en sorte d'avoir ni télévision, ni console de jeu, ni téléphone mobile, et qui essayent de tenir leurs enfants à l'écart de tous les écrans, sachez que vos enfants ne sont pas pour autant tenus à l'écart des écrans. Ils ont beaucoup de camarades qui ont des téléphones portables, qui leur montrent des petites vidéos de YouTube, voire des séquences d'actualité un peu trash qu'ils trouvent sur leur téléphone mobile. Beaucoup d'enfants vont passer un samedi après-midi pour fêter l'anniversaire d'un camarade et se retrouvent à jouer aux jeux vidéo. Quand ils rentrent, on leur dit vous êtes bien amusés. Oui, oui, on a joué tout l'après-midi, mais si vous ne posez pas plus de questions, vous ne saurez pas qu'ils ont passé l'après-midi sur une console de jeux vidéo. Donc, et même si vous leur posez la question, si vous n'avez pas de console de jeux vidéo chez vous, peut-être qu'ils hésiteront à vous répondre qu'ils ont passé l'après-midi sur la console de jeu et ils vous diront qu'ils ont joué à un jeu de société passionnant. Voilà. Donc, du coup, le mieux, c'est d'avoir quelques outils numériques à la maison, au moins pour ouvrir le dialogue autour des outils numériques. Et puis, comme on dit toujours à 3, 6, 9, 12, apprendre à nos enfants à s'en servir et à s'en passer, parce que dans le monde d'aujourd'hui, encore plus dans le monde de demain, si on ne sait pas s'en servir, on ne saura pas s'en passer. Si on ne sait pas s'en passer, on ne saura pas s'en servir. Voilà. Alors, le sujet est immense, hein, vraiment, on pourrait en parler plusieurs jours, mais avant de vous évoquer les balises 3, 6, 9, 12, je vais vous dire quelques mots de 4 grands bouleversements actuels pour vous montrer encore une fois que même si vous essayez de tenir vos enfants à l'écart des écrans, ils sont quand même en plein dans la culture numérique. Alors, premier grand bouleversement, c'est dans la relation au savoir. Vous savez que tout est changé aujourd'hui avec Wikipédia. Chacun peut aller consulter des choses sur Wikipédia, changer des articles sur Wikipédia. Qui a changé quelque chose sur Wikipédia parmi vous ? Personne. Bon, vous pouvez y aller dès ce soir. Hein, vous tapez le nom de votre rue, vous tapez le nom de votre quartier, vous tapez le numéro de votre maison. Peut-être il y aura des infos, vous pourrez les modifier. Pourquoi c'est utile de faire ça? Parce que vous vous rendrez bien compte que si le cinéma, on le consomme, si la télévision, on la consomme, si les romans, on les lit, eh bien, Internet, on le fabrique. Tout ce que vous faites sur Internet contribue à fabriquer Internet. Et ça, c'est vraiment un message important à faire passer aux jeunes parce que c'est un message de responsabilisation. Alors, Wikipédia, ce que ça a changé, c'est qu'avec Wikipédia, avec Internet, comme disent les gens des entreprises, n'importe qui peut en savoir plus que son chef désigné. C'est ce qu'on appelle la fin d'unité de commandement. Lorsqu'il y a des enseignants parmi vous, retenez le message. Avec Internet et Wikipédia, tout élève peut en savoir plus que son enseignant sur un problème sur lequel son enseignant est censé être plus compétent. Ce qui ne veut pas dire que l'élève sait tout ce que c'est l'enseignant, mais il peut en savoir plus sur un problème précis qui l'intéresse. Donc du coup, vous voyez, utilité d'ouvrir le dialogue en famille, d'ouvrir le dialogue à l'école, d'ouvrir le dialogue dans les entreprises. C'est ce qu'on appelle dans les entreprises la fin d'unité de commandement. C'est valable pour les familles, c'est valable pour l'école. Deuxième grand bouleversement dans la relation aux apprentissages. Vous savez qu'il y a aujourd'hui beaucoup d'images à partir desquelles on apprend autrement, on fait travailler la mémoire visuelle. Vous savez qu'il y a de nouvelles formes d'attention. Il n'y a plus seulement l'attention concentrée sur le livre, qu'on appelle la deep attention, attention approfondie, attention de longue durée. Il y a aussi des formes d'attention très rapides, très éphémères, qui sont beaucoup valorisées, y compris dans des apprentissages, par les fameux MOOC, des cours massivement en ligne, qui peuvent durer 3-4 minutes. On n'apprend peut-être pas grand-chose en 3-4 minutes, mais si on y retourne souvent, on peut apprendre l'essentiel en 2 jours. Bouleversement donc dans la relation aux apprentissages. Si vous avez des questions, on en parlera plus. Troisième point, bouleversement dans la construction d'identité, puisqu'aujourd'hui les enfants naissent et grandissent dans un monde où ils intègrent très vite l'idée qu'ils vont pouvoir avoir plusieurs familles, plusieurs employeurs, plusieurs métiers même, on en parle beaucoup. Et puis pourquoi pas, pour certains qui souhaitent changer de sexe en cours de route, voire revenir au précédent si le second ne leur plaît pas. Donc aujourd'hui, il y a un monde dans lequel beaucoup de changements sont possibles, seront même nécessaires, et
du coup, les enfants grandissent avec l'idée qu'ils auront des identités successives, qu'ils auront des tranches de vie. Les cartes seront rebattues. À l'époque de ma grand-mère, les cartes n'étaient pas rebattues. On avait un couple, une maison, un métier, une salle à manger pour la vie, un métier ou pas d'ailleurs, une salle à manger pour la vie. Et puis on allait dans un syndicat ou dans un parti politique pour la vie. Vous savez qu'aujourd'hui, les gens n'arrêtent pas d'aller et de venir. Les cartes sont rebattues aujourd'hui une fois, deux fois, peut-être elles le sont dans quelques années, trois, quatre fois. Possibilité de tout changer et probablement obligation de changer beaucoup de choses, ce qui a pour conséquence que si vous demandez à un jeune aujourd'hui qu'est-ce qu'il veut faire plus tard, vous étonnez pas qu'il n'en sache rien. Il vaut bien mieux pouvoir saisir les opportunités quand elles se présentent. Et puis s'il vous dit finalement, ben, j'ai envie de faire ça, enseignant par exemple, ah ben, c'est bien, tu vas être enseignant. Oui, quelques années, je vais voir. Vous inquiétez pas non plus, il y a 15 ans ça aurait été préoccupant, aujourd'hui ça l'est pas, tout change trop vite, c'est très réaliste. Quatrième grand bouleversement, après les savoirs, les apprentissages, l'identité, ben, bouleversement dans la relation à la sociabilité. Alors là, on retombe sur le pied des familles, on tombe sur le domaine des familles, puisque aujourd'hui, les relations ne se construisent plus par proximité physique. Il ne suffit plus de travailler dans le même bureau pour avoir des liens forts, il ne suffit plus de travailler dans la même entreprise, il ne suffit plus d'habiter le même quartier, la même maison, le même ensemble. Il faut partager les mêmes centres d'intérêt. Ce qui veut dire en d'autres termes que soit vous faites en sorte que vos enfants partagent vos centres d'intérêt à tout âge, vous vous intéressez à la pêche à la ligne, ils s'intéressent à la pêche à la ligne, vous vous intéressez au film de Wim Wenders, vous s'intéressez au film Wenders, au film Charlie Chaplin, vous vous intéressez au film Charlie Chaplin, ce que vous voulez, vous vous intéressez aux échecs, s'intéressez aux échecs. C'est formidable, hein, vous êtes sur la voie de leur transmettre quelque chose d'important, de vos compétences et de vos goûts, de vos hobbies. Mais si vos enfants ne s'intéressent pas à ce qui vous intéresse vous n'avez pas d'autre solution pour garder le contact avec eux que de vous intéresser à ce qui les intéresse. On voit aujourd'hui beaucoup de parents qui disent « Ah, ben vous savez, mes enfants s'éloignent de moi. » Comment ça, ils s'éloignent de vous? « Ah, ben oui, ils s'intéressent aux chanteurs contemporains, ils s'intéressent aux jeux vidéo, ils s'intéressent aux séries américaines sur Netflix. » Ben, je leur dis « C'est normal, c'est la culture. » Ben, ils me disent « Oui, mais ils nous quittent. » Ben, je leur dis « C'est vous qui ralentissez le pas. Ce n'est pas vos enfants qui vous quittent, c'est eux qui renoncent à les suivre. » Aujourd'hui, il y a un gros quiproquo. Il y a des parents qui pensent que leurs enfants les quittent. Non, c'est les parents qui renoncent à suivre. Mais sachez en tout cas que les jeux vidéo, les séries américaines, ce n'est pas la culture jeune, c'est la culture de demain. N'oubliez pas quand même que le rock'n'roll, ça n'a pas été la culture jeune des années 50, hein, c'est passé dans la culture. Les yéyés, ça n'a pas été la culture des années 70, hein, c'est passé dans la culture. Les films d'Hitchcock, qui à une époque étaient très critiqués, les westerns, c'était pas la culture du moment, c'est passé dans la culture. Donc aujourd'hui, la moyenne d'âge des joueurs de jeux vidéo est 35 ans, hein, ça étonne toujours. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens ont découvert les jeux vidéo en 1980, dont moi, et ils continuent à jouer maintenant. Bon, moi, évidemment, je montais plutôt la moyenne, mais la moyenne est quand même à 35 ans. Donc, ça veut dire que cette culture qui est en train de se construire, ce n'est pas une culture jeune, c'est la culture. Donc, si vous voulez rester dans le monde tel qu'il évolue, intéressez-vous à ce qui intéresse vos enfants. Vous avez de la chance, comme je dis toujours aux parents qui se plaignent d'avoir un ado très compliqué, je dis, vous ne plaignez pas trop, vous avez de la chance. Vous avez chez vous un technicien familial et en plus un ambassadeur de la nouvelle culture. Deux qualités en une. Voilà, deux qualités chez la même personne. Voilà. Donc, si vous n'avez pas de questions sur tout ça, on va passer à 36912. Le fil rouge qui guide 36912, c'est que les écrans peuvent apporter beaucoup, mais qu'il y a quelque chose que les écrans n'apporteront jamais, c'est d'abord des compétences qui se construisent de manière privilégiée dans les premières années, dans la relation, ce qu'on appelle les communications multimodales, hein, c'est-à-dire interagir avec un humain avec tous les sens, le regarder, l'écouter, le toucher, la proximité fait que les sens sont en éveil, hein, voilà. Et puis l'autre chose que les images n'apporteront pas, c'est la compétence narrative, la possibilité de pouvoir raconter. Mais on a une chance quand même, c'est que les images n'apprennent pas à parler, mais elles donnent envie de parler, donc on peut rattraper quelque chose de la compétence narrative de ce côté-là. Voilà, donc 36912, alors on va suivre le mode d'emploi, hein, 03, 36, 69, 912 et au-delà. Voilà. Alors pourquoi 36912? Parce que 3 c'est l'âge d'entrée en maternelle, hein, 6 CP, 9 c'est l'âge où l'enfant sait à peu près lire et écrire, 12 il est déjà rentré en collège en principe l'année précédente, mais il s'éloigne, la première année de collège c'est un peu considéré comme une année encore un peu style élémentaire, donc c'est vraiment à 12 ans qu'il prend ses repères.
Alors 3-6-9-12, je l'ai proposé en 2008 et maintenant ça correspond au cycle 1, 2, 3 de l'éducation nationale. Donc vous voyez, ça tombe bien. Je n'ai pas copié l'éducation nationale, c'est l'éducation nationale qui ne m'a pas copié non plus, mais qui en tout cas qui a suivi. Donc 0,3. Alors entre 0 et 3 ans, bon, c'est simple, hein, les écrans ne servent à rien, les écrans ne sont pas utiles, les écrans n'apprennent rien. La seule chose qui importe pour l'enfant, c'est la relation. Alors, ça veut dire qu'il faut impliquer l'enfant le plus possible dans la relation, et ça a deux conséquences, et non pas une. Ça ne veut pas dire seulement qu'il faut éviter de mettre l'enfant devant un écran. Ça, c'est 50%. L'autre 50%, ça veut dire que quand on est avec un enfant, il faut éviter d'avoir un smartphone entre lui et nous. Ça, c'est quelque chose sur lequel les chercheurs insistent beaucoup là-dessus. Il a été montré que plus de la moitié des parents qui ont un bébé utilisent leur smartphone quand ils parlent à leur bébé ou quand ils jouent avec leur bébé. Mais il a été montré aussi que lorsqu'un adulte utilise un smartphone quand il joue avec son bébé ou parle avec son bébé, eh bien, il a fait des phrases beaucoup plus courtes. Bon, ben c'est normal, il est préoccupé par son machin. Donc, moins d'interaction verbale et il a des mimiques beaucoup plus pauvres. Donc, ça veut dire que éviter les écrans avant 3 ans, c'est autant éviter les écrans pour le bébé qu'éviter les écrans pour les adultes qui s'occupent du bébé. Ça veut dire que dès que, mesdames, messieurs, vous décidez d'avoir un enfant, ben, il faut vous poser la question de savoir comment vous allez gérer votre téléphone mobile quand il sera arrivé. Ben, si vous aimez l'alpinisme, vous ferez un peu moins d'alpinisme avec un enfant. Si vous aimez les réseaux sociaux, il faut vous faire à l'idée que vous ferez moins les réseaux sociaux avec un enfant. Si vous aimez les jeux vidéo, il faut faire à l'idée que vous ferez moins de jeux vidéo avec un enfant. Parce que vous allez être obligé de caler votre emploi du temps de telle façon que quand vous serez avec lui, vous ne soyez pas sur un écran. Et quand il est petit, c'est pas trop compliqué si on y fait attention, parce que comme il a beaucoup de temps de sommeil, le temps d'éveil est limité, comme en plus on peut tout faire en streaming pour les séries et les jeux vidéo, on les fait quand on veut, c'est pas trop compliqué. Quand il grandit, c'est un peu plus difficile. Mais il faut bien garder ça à l'esprit. La meilleure éducation donnée aux enfants autour des écrans, c'est une éducation par l'exemple. Si vous régulez votre temps d'écran, vous, le vôtre, vos enfants n'auront pas de peine à apprendre à réguler leur temps d'écran. Si vous démenez, si vous suivez sang et eau pour imposer des temps d'écran spécifiques à vos enfants, mais que vous ne vous imposez pas des temps d'écran, vos enfants feront ce que vous faites, ils ne feront pas ce que vous leur demandez de faire. Donc 0-3 ans, il n'y a pas de bon écran. Ce que j'avais dit en 2008, pas de télé avant 3 ans, à l'époque avec la télé. Alors ceci dit, si vous avez envie de jouer avec votre bébé, tout est bon. Si vous avez envie de jongler avec 3 balles pour jouer avec lui, c'est bien. Si vous avez envie de faire tourner un ballon de rugby autour de votre index pour jouer avec lui, c'est bien que le ballon de rugby ne soit pas un jouet pour les bébés. Si vous avez envie de regarder une petite vidéo, ou regarder une vidéo, non, mais interagir avec une tablette, parce que c'est interactif, ou sur votre smartphone, ou sur une tablette, une application, pourquoi pas ? Mais ça sera sur 5, 10, 15 minutes grand maximum, parce qu'après, l'adulte se lasse, et ça sera toujours en usage accompagné, et toujours pour le plaisir de rigoler ensemble, et pas avec la prétention d'apprendre au bébé quoi que ce soit. Donc vous voyez, pas d'écran avant 3 ans, ça c'est impératif, et pour tous les usages, pour les autres outils numériques, des périodes très courtes, uniquement pour le plaisir de jouer ensemble. Si vous aimez mieux les cubes et les Playmobil que les tablettes, tant mieux pour votre bébé. Si vous n'arrivez à jouer avec votre bébé qu'en passant par une tablette, bon, essayez de trouver des amis qui vous apprendront la joie des cubes et des Playmobil, mais sinon, ne vous privez pas du fait 10 minutes ou un quart d'heure par jour de montrer une petite appli à votre bébé. Voilà, donc 0,3, c'est la relation qui importe. Alors, il a été montré, il y a beaucoup d'études qui ont montré que un bébé, non seulement il a absolument besoin d'interagir de manière multimodale avec un adulte, mais que moins il interagit et plus il constitue un handicap, enfin des handicaps. Le bébé qui interagit peu avec son environnement, évidemment, il ne développe pas la motricité, il ne développe pas les compétences manuelles. Un bébé qui ne prend jamais des objets pour les flairer, les porter à la bouche, les presser, les jeter, il a un défaut de compétences manuelles, ça se comprend tout seul. Et puis d'autres études ont montré que le bébé qui ne parle pas beaucoup avec des adultes, il a un problème de langage, c'est normal, il n'apprend pas. Le bébé qui interagit peu avec les mimiques d'un adulte, il a de la peine à identifier les mimiques, puisque dans les mimiques, il y a quelque chose de partagé. L'adulte a une mimique, le bébé essaye de l'imiter, donc il constitue en même temps ses propres capacités mimiques et la possibilité d'identifier les mimiques d'un interlocuteur.
Et puis, le bébé qui est souvent devant un écran, ben, il n'apprend pas non plus à se concentrer parce que c'est l'écran qui le concentre. Ce n'est pas lui qui se concentre, c'est l'écran. C'est l'écran qui lui sert de rappel en permanence pour regarder l'écran. Donc, ça veut dire qu'il faut laisser un bébé jouer et pouvoir développer ses capacités d'attention et de concentration en jouant. Un bébé qui joue spontanément, qu'est-ce qu'il fait? Ben, je vous l'ai évoqué, il prend un objet, il le porte à la bouche, il le flaire, il le mâchouille, il le secoue, il le jette, il court derrière. Et ça, on sait que ça contribue à la construction de ses capacités d'attention, concentration. Donc avant 3 ans, motricité, éviter les écrans. Identification des mimiques, éviter les écrans. Apprentissage du langage, éviter les écrans. Et capacité d'attention, concentration, éviter les écrans. Mais si vous voulez faire encore mieux, motricité, bougez avec lui, jouez au ballon, emmenez-le au jardin. Mimique, rigolez avec lui en faisant des tas de mimiques. Faites un peu de théâtre, voilà, faites du mime avec lui. Si vous voulez développer le langage, parlez-lui beaucoup et attendez qu'il vous réponde en babillant, répétez les mots. Puis si vous voulez développer l'attention concentration, laissez-le tranquille, faites alterner des périodes où vous jouez avec lui, vous lui montrez un jeu, puis après vous le laissez tranquille pour qu'il développe cette activité. Vous savez sans doute que dans les derniers carnets de santé, il y a quelque chose d'important qui a été introduit, c'est que la télévision nuit à un bébé si elle se trouve allumée dans la pièce où est le bébé, même si le bébé ne la regarde pas, parce que le bébé est dérangé dans ses capacités d'attention et de concentration. Voilà. Donc 0,3 fait partie des indications du carnet de santé maintenant. Si on passe à 3,6, à partir de 3 ans, ben vous pouvez mettre l'enfant un petit peu devant un écran, hein, voilà, mais toujours tout seul, je veux dire, parce qu'avant, vous avez pu jouer avec lui sur des périodes courtes. 3 ans, on peut le mettre un peu tout seul devant un écran, mais toujours en respectant 2 principes. Le premier principe, c'est que vous allez fixer un temps d'écran dans la journée ritualisé. Ayez toujours à l'idée la métaphore alimentaire, la comparaison avec l'alimentation. Vous ne donnez pas à manger à un jeune enfant toute la journée. S'il a envie de manger un biscuit à 6 heures du soir, vous lui dites non, bientôt on va passer à table. Bon, ben, les écrans, c'est pareil. On ne grignote pas la nourriture toute la journée, on ne grignote pas les écrans toute la journée. Vous fixez avec votre enfant un contrat, la télé ou la tablette, l'écran, c'est par exemple à 6 heures du soir ou à 7 heures du soir avant le bain ou avant le repas. Le reste du temps, mais tu t'occupes autrement, on s'occupe ensemble autrement, voilà. Mais l'écran, vous lui fixez une tranche horaire et quand l'enfant le demande avant, vous lui montrez une pendule, vous lui rappelez l'heure. Donc les écrans, c'est à une durée précisée dans la journée. Vous ritualisez le temps d'écran exactement comme les bons parents ritualisent en principe le moment du repas. On mange à heure fixe, on mange ensemble. Bon, ben, on ne va peut-être pas regarder le même écran ensemble, hein. On n'a pas envie de regarder Petit ours brun pendant 35 minutes, mais en revanche, ben, on va le ritualiser dans la journée. L'écran, c'est à heure fixe. Deuxième chose importante, dès l'âge de 3 ans, dès que l'enfant va sur un écran, vous allez faire en sorte d'en parler avec lui après. Vous pouvez pas, vous avez des tas de choses à faire comme tout le monde, donc vous mettez votre enfant devant un écran, parce que des fois vous avez d'autres choses à faire, mais après ben, vous trouvez un moment pour en parler avec lui. De préférence, le repas du soir, c'est pris sans télévision, ni téléphone mobile, ni tablette, pour en faire un moment d'échange partagé. Et là, ben, vous lui dites, ah ben tiens, t'as regardé Petit ours brun ou l'Antrotro, la petite taupe. Moi, j'ai pas pu, j'aurais aimé, mais j'ai pas pu. J'ai aimé peut-être de trop, mettons. J'ai pas pu. Il fallait que je téléphone à ta grand-mère, à ton grand-père, il fallait que je fasse la cuisine, il fallait que je fasse la comptabilité, il fallait que j'aille sur Mythique pour remplacer ton papa ou ta maman. Voilà. Donc, j'ai pas eu le temps. Alors, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'a fait la petite taupe? Qu'est-ce qu'a fait l'âne trop? Et donc là, à ce moment-là, ben, vous invitez l'enfant à parler de ce qu'il a vu. Au début, chez l'enfant de 3 ans, ça va être une image. C'est le petit ours brun, il est tombé dans l'eau, ou la petite souris, elle a fêté son anniversaire. Mais à partir de là, vous allez tirer. Ça veut dire, et après, qu'est-ce qu'elle a fait? Et comment elle a fait ça? Pourquoi c'est un peu compliqué chez les petits? Mais comment? Où? Comment? Où? Quand? Comment? Qui, où, quand, comment? Qui, où, quand, comment? Et puis vous allez un peu l'inviter à respecter, quand il va grandir évidemment, les conjonctions de coordination, mais où est donc Ornicard, pour faire des phrases. Et donc, comme ça, en jouant, hein, simplement en reprenant ses propos, pas la peine c'est très simple, vous allez inviter l'enfant à développer la compétence narrative. Parce qu'encore une fois, les écrans ont un certain nombre d'avantages. Il y a quelque chose qu'ils ne développent pas, c'est la compétence narrative. Les écrans vous apprendront jamais ni à parler, ni à vous raconter, ni à raconter le monde. En revanche, ils pourront vous en donner envie. C'est pour ça que c'est bien de s'appuyer sur les écrans. Si vous dites à un enfant qui a été 6 heures à l'école et 1 heure devant un écran, raconte-moi qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui à l'école, il ne vous le racontera jamais. Si vous lui dites qu'est-ce que tu as vu sur l'écran, il vous le racontera.
Parce que l'écran est conçu pour susciter des émotions extrêmement fortes. Et le propre de l'humain, c'est quand il éprouve des émotions, que ce soit agréables ou désagréables, il a envie d'en parler. On serait bête de s'en priver. Alors si vous demandez à votre enfant, dès l'âge de 3 ans, quand il est devant un écran, de vous raconter ce qu'il y a vu, il rentrera tout simplement, tout naturellement dans cette logique. Et quand vous lui demanderez ce qu'il a vu, ce qu'il a fait, il vous le dira. Alors il ne vous dira peut-être pas ce qu'il a fait pour de vrai. Peut-être il va jouer à Fortnite, il va dire qu'il a joué à Minecraft. Mais ça ne fait rien. S'il est capable de vous faire croire pendant 20 minutes qu'il a joué à Minecraft alors qu'il a joué à Fortnite, c'est pas grave. Ça veut dire qu'il a une bonne compétence narrative, qu'il est capable de construire des phrases, qu'il est capable d'être convaincant. Il trouvera toujours du boulot. Soyez-en sûrs. C'est une compétence très valorisée, ça, dans beaucoup de métiers. Donc l'idée, ce n'est pas de contrôler ce qu'il a vu. L'idée, c'est de développer chez lui la compétence narrative et le goût de l'échange. Le goût de l'échange, voilà. Donc ça, donc 3-6, alors évidemment à partir de là, il y a des conseils que tout le monde connaît. Hein. Voilà, bon, on va éviter de mettre la télé dans la chambre du bébé ou du jeune enfant, éviter d'utiliser l'écran pour calmer l'enfant, enfin vous trouverez ça, ça fait depuis 20 ans, hein, on le répète, depuis 20 ans on le répète. Mais on s'aperçoit que ça ne marche pas, parce que ce dont les gens ont besoin, c'est plus des conseils positifs. Ritualiser le temps d'écran, inviter l'enfant à parler de ce qu'il voit et fait avec les écrans. Ça, c'est de la communication. Je vous assure, en plus, c'est vachement payant quand l'enfant grandit parce que vous continuez à découvrir ces activités d'écran avec lui. Et comme nous serons de plus en plus engagés dans des activités d'écran, c'est extrêmement utile d'en être informé régulièrement. Voilà, donc ensuite, 3-6, alors si vous n'avez pas de questions, on peut continuer, 3-6, donc à partir de 6 ans, alors c'est un bel âge pour le numérique parce qu'il y a la possibilité d'avoir des activités de création avec le numérique. Avant 6 ans, il n'y a pas d'activité de création avec le numérique. À partir de 6 ans, vous avez des logiciels en accès libre comme Scratch, je ne parle pas de logiciel payant, un logiciel en accès libre. Vous avez Scratch sur Internet, qui est un logiciel de programmation. D'ailleurs, il y a peut-être un atelier ici. Il y a un atelier peut-être, parce qu'il y a des endroits comme ici où il y a des ateliers Scratch pour les petits. Ah oui, oui, Non, mais on vous entend. On a un programme pour les petits. Et bien voilà. Avec des activités culturelles, artistiques, Voilà. Voilà, alors regardez s'il y a Scratch. Des fois, il y a Scratch dans des établissements comme ici. Scratch pour les petits, une initiation à la programmation. Vous avez aussi des logiciels de création de films image par image, Stop Movie, en accès libre sur tablette Apple. Ce n'est pas de très bonne qualité, mais si votre enfant se passionne, après on peut lui acheter un logiciel spécialement adapté qui ne vaut pas bien cher, mais déjà commencer avec le logiciel en accès libre sur tablette Apple, c'est bien. Voilà, puis la photographie numérique, hein. La photographie numérique, ça c'est bien. Alors, il y a quelque chose d'important que je ne vous ai pas dit, c'est qu'à partir de 3 ans, donc je vous ai dit ritualiser le temps d'écran et inviter l'enfant à parler de ce qu'il voit et fait avec les écrans. C'est souvent l'âge, 3 ans, où il y a quelqu'un dans la famille, il faut espérer que ce n'est pas arrivé plus tôt. Si c'est arrivé plus tôt, vous confisquez. Mais à partir de 3 ans, on peut donner la tablette. Alors, la tablette, il y a 2 possibilités. Soit quelqu'un achète une tablette à l'enfant, soit on achète une tablette familiale. Si quelqu'un de votre entourage achète une tablette à l'enfant, ayez le courage de vos opinions. Dites non, chez nous, la tablette, c'est comme l'assiette. Chacun n'a pas son assiette. On a une pile d'assiettes, mais on les met au moment du repas. La tablette, elle est familiale. Alors vous achetez un gros feutre noir, mettez le nom de la famille en haut. C'est ça qui va vous permettre de limiter la consommation de tablettes de votre enfant. Quiconque achète une tablette à son enfant ne pourra pas la lui enlever, sauf à passer, à juste titre, pour un goujat ou un mauvais parent. Imaginez que votre conjoint vous achetez une montre. Vous êtes content, vous la regardez, waouh, ma montre, vous la montrez à vos amis. Au bout de 15 jours, votre conjoint vous dit, écoute, j'ai remarqué que tu la regardes très souvent, ta montre, je vais te l'enlever et je te la rendrai simplement 2 fois par semaine, parce que comme ça, tu ne l'utiliseras pas trop. Vous diriez, il est fou, elle est folle. Vous auriez raison. Eh bien, un enfant à qui vous offrez une tablette, si c'est ensuite pour la lui enlever, eh bien, il pensera que vous êtes malade. Et il aura raison. On n'achète pas un objet à quelqu'un pour le lui enlever après. On achète une tablette familiale, on marque le nom de la famille et on régule la consommation en famille. On fixe des tranches horaires pour chacun. Si vous avez 3 enfants, ils font un planning. Ça va leur apprendre plein de choses pour utiliser la tablette à tour de rôle selon les jours et selon les tranches horaires où chacun est disponible. Donc j'avais oublié de vous dire ça pour la tablette. Et autre chose que j'avais oublié, le smartphone, à partir de 3 ans, même chose et même avant.
Ne prêtez jamais votre smartphone à votre enfant. Jamais, 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 jamais. Pourquoi? Parce que je passe mon temps à voir des parents qui achètent un smartphone à leur enfant à 8 ou 9 ans. Je leur dis, mais attendez, 8 ou 9 ans, vous pensez vraiment qu'il en a l'usage? Vous savez, c'est qu'il était toujours avec le mien, me dit la maman. J'arrivais pas à récupérer mon smartphone, il était toujours avec. Oh, j'ai trouvé ce moyen, maintenant il a le sien, il me laisse le mien. Mais pourquoi croyez-vous donc que cet enfant avait toujours le smartphone de son parent? Parce que son parent le lui avait prêté. Sinon, l'enfant ne l'aurait jamais eu. Donc ne prêtez jamais, jamais, jamais votre smartphone à votre enfant. Apprenez à faire ce geste. Mon smartphone n'est pas ton jouet. Vous répétez devant la glace, vous prenez votre smartphone. Mon smartphone n'est pas ton jouet. Mon smartphone n'est pas ton jouet. Apprenez devant votre glace, faire ça. Alors, au bout d'un moment, l'enfant apprendra, il dirait, oui, ton smartphone n'est pas mon jouet. Oui, il aura compris. Mais faites ça, parce que si vous lui prêtez votre smartphone, vous allez lui prêter peut-être une demi-heure par jour quand il aura 3 ans, puis après, il le voudra. Dès qu'il le verra, il le prendra. Vous ne saurez pas où il est, votre smartphone, vous le découvrirez dans sa main. Puis il y a même des mamans qui racontent que leurs enfants se livrent, leurs garçons, sur des activités masturbatoires en regardant des vidéos porno sur leur téléphone, le téléphone de la maman, à 9 ans, 10 ans, 11 ans. Donc, si vous commencez par prêter votre smartphone à votre enfant, je vous souhaite de pouvoir gérer des moments très difficiles. Et je préférerais moins ne pas avoir à les gérer. Donc, tablette familiale et jamais le smartphone, jamais. Sauf en usage accompagné. Regarde mon chéri, j'ai une petite vidéo, c'est drôle, une petite musique, tac à tac, vous tapez, vous faites écouter, vous bougez un peu dessus, le bébé bouge, et c'est fini. Mon smartphone n'est pas ton jouet, pouf, dans ma poche. Prêtez jamais, oui. Est-ce qu'il y a une différence justement entre regarder la télévision ou des petites histoires et mettre un enfant pour jouer en fait à des jeux interactifs sur cette période de 3 à 6 ans? Parce qu'on dit que même si on accompagne, etc., est-ce qu'il y a quelque chose qui est plus oui, alors, ce qu'il vaut toujours mieux privilégier, si vous laissez, donc il vaut toujours mieux privilégier les activités partagées aux activités solitaires. Mais si vous avez besoin de moments où votre enfant est sur un écran, il vaut toujours mieux privilégier les activités à durée déterminée. C'est-à-dire préférer toujours un DVD à la télévision ou à Netflix. La télévision ou Netflix, c'est des machines à décerveler, d'ailleurs pour les adultes aussi. Hein. Le patron de Netflix, il disait il y a 2 mois ou il y a 3 mois, mon seul ennemi, c'est le sommeil des usagers. Parce que devant Netflix, si vous vous pourriez rester jusqu'à vous endormir devant. Il le sait très bien. Le patron de Netflix a travaillé avec des psychologues, avec des psychiatres, avec des spécialistes de la chronobiologie pour faire en sorte que vous ne puissiez jamais vous décoller de Netflix. Voilà. Et donc Netflix Junior, c'est la même chose. Et YouTube Kid, pas Kid, c'est encore la même chose. Et la télé, les chaînes de télé soi-disant dédiées aux enfants, même, c'est encore la même chose. Et Netflix a même poussé la perversité encore plus loin, puisqu'avant même qu'un programme soit fini, l'autre commence et on vous évite le petit morceau de transition dans les séries pour que vous puissiez avoir l'impression qu'on ne vous répète pas ce que vous avez déjà entendu. Donc l'algorithme de Netflix est encore plus élaboré pour que vous y passiez vos jours et vos nuits. Mais déjà pour les enfants, c'est terrifiant parce que vous êtes censé en tant qu'adulte avoir ce qu'on appelle le contrôle des impulsions, c'est-à-dire si vous décidez de vous arrêter de quelque chose, en principe, un adulte est capable de le faire. Voilà, pas tout le monde. Ceux qui n'y arrivent pas peuvent essayer de se faire aider, mais en principe, un adulte est capable de ne pas faire quelque chose qu'il décide de ne pas faire, même s'il aurait quand même envie de le faire. Hein, voilà, pas tout le monde. En principe, on devrait le faire. Mais l'enfant n'a pas cette compétence. Donc, ça veut dire que l'adulte, monsieur Netflix peut dire, l'adulte, il est responsable, c'est vrai, mais monsieur Netflix ne peut pas dire, l'enfant, il est responsable. Il ne l'est pas. Donc, c'est franchement maltraitant. C'est de la vraie maltraitance, que ce système. Donc, préférez toujours les DVD qui ont une durée déterminée. En plus, il y a une activité de choix. L'enfant, même s'il n'a que 2 DVD, un de Petit ours brun, un de La petite souris, il choisit l'un ou l'autre selon les jours. Il va pouvoir regarder plusieurs fois les mêmes épisodes, ce qui est extrêmement important, parce qu'il va se familiariser avec ces épisodes. Alors moi, j'ai un faible pour les DVD ou l'équivalent, d'abord pour la durée déterminée, pour la capacité de choix, et puis aussi parce que c'est narratif.
C'est-à-dire la petite souris, petit ours brun, c'est des petites histoires. Alors n'oubliez pas que ce qu'il faut, c'est se rapprocher le plus possible, enfin c'est encourager le plus possible la capacité de l'enfant pour se raconter une petite histoire. Vous avez des petites applis qui sont très sympas. Vous cliquez sur une étoile, ça fait un feu d'artifice. Vous cliquez sur chaque étoile, nouveau feu d'artifice. Vous avez un petit chien, vous enroulez le ventre, vous lui enroulez la queue, vous faites un nœud. C'est très drôle, mais en même temps, compétence narrative zéro. Donc, à mon avis, préférez toujours les DVD à durée déterminée, avec ces trois avantages. Hein. On le choisit, c'est à durée déterminée, il y a un début, un milieu, une fin, et ça stimule la compétence narrative, puisqu'après, vous pouvez demander à l'enfant de raconter. Il ne va pas seulement raconter ce qu'il a vu, il va raconter ce qu'il a entendu. Alors qu'avec le petit chien, il pourra vous dire éventuellement, ben, j'ai mis mon doigt et il a tourné, mais une fois que c'est dit, il n'y a plus rien, quoi. Il n'y a pas de début, pas de milieu, pas de fin. C'est l'éternel retour. Voilà. J'ai passé un peu vite, mais le problème des applis aussi, c'est que c'est l'éternel retour. On n'apprend pas la temporalité. La flèche du temps, elle va toujours dans le même sens. Avec les applis, vous cliquez, ça revient au point de départ. Et c'est en même temps, on ne peut pas du tout leur montrer justement d'appli, parce que tout à l'heure, vous disiez, bon, il ne faut pas les couper complètement du monde numérique. Oui. Ils arrivent, ils vont les confronter. Oui. Je ne suis pas piégée, j'ai zéro application, je ne sais pas ça. C'est vrai que ce n'est pas du tout ce que je leur montre. Les applis sur smartphone. Oui, non, mais vous n'avez pas besoin de les montrer. Je veux dire, ce que je veux, c'est que si un parent trouve des applis très drôles et qu'il a envie de les montrer à son bébé, ce que je dis, ne vous interdisez pas de le faire. Parce que si on écoute pas d'écran avant 3 ans, pas d'écran avant 3 ans, on a l'impression que le coup près tombe chaque fois. Et donc, du coup, on se dit, oh là là, il y a une appli drôle, mais il ne faut pas la montrer à mon bébé parce que pas d'écran avant 3 ans. C'est absurde. Moi, j'ai toujours dit pas de télé avant 3 ans. Je vous explique pourquoi. Ça, c'est pas améliorer la télé. Hein, voilà. Et Netflix, etc., c'est la même chose aujourd'hui, YouTube. Mais en revanche, le bébé est sensible à la relation. Mais en revanche, je ne vous dis pas de vous mettre à côté de votre bébé en train de regarder, de 2 ans, en train de regarder un dessin animé. Parce que quand votre bébé est à côté de vous, il n'y a pas d'interaction. Vous êtes face à l'écran, il est face à l'écran. Pour ça, je vous dis, la tablette, oui, le téléphone mobile, si vous le tenez dans la main et que c'est le vôtre, pas de raison de lui donner. Mon téléphone mobile n'est pas ton jouet, voilà. Moi, je prends toujours l'exemple du papa qui adorerait le rugby. Il rentre dans la chambre de son bébé en faisant tourner-côté son ballon de rugby au bout du doigt. Le ballon de rugby, c'est pas pour les bébés, mais en même temps, si le papa rigole, s'il est content, si le bébé rigole, c'est merveilleux. On ne va pas empêcher quelqu'un de rire avec son bébé sous prétexte que c'est avec un écran et que les écrans, c'est pas avant 3 ans. Vous avez le ballon de rugby, c'est pas pour les bébés. Monsieur, si vous voulez jouer avec votre bébé, pas le ballon de rugby. Il va dire, mais moi, j'aime bien faire tourner au bout de mon doigt. Voilà. Donc c'est aussi simple que ça. Gardez à l'esprit, avant 3 ans, c'est la relation qui compte. Voilà. Quel que soit le support de relation, et de toute façon, vu le cerveau d'un enfant, ça ne dure jamais plus de 10 minutes la même activité. Alors, si vous avez vraiment besoin aussi d'avoir du temps pour vous, pensez aux comptines. On peut mettre des comptines. Pensez aussi à jouer avec votre bébé, parce que si vous jouez avec votre bébé, ça lui donne envie de jouer, ça lui donne envie de continuer à jouer quand vous n'êtes plus là. Hein, vous jouez avec votre bébé au cube ou au Playmobil pendant 10 minutes, 5 minutes, 10 minutes, et bien vous voyez, après, vous le laissez tout seul, il continuera tout seul. Parce que dans sa tête, il reste avec vous. Mais si vous mettez le paquet de cubes devant lui en disant, bon, ben, joue mon bébé, moi je vais ailleurs, ben, il va passer probablement un petit moment à ne rien faire. Alors, il va peut-être finir par s'y mettre, ou se mettre à autre chose, très probablement. Mais il n'aura pas le même enthousiasme, parce qu'il aura bien compris que vous n'avez pas été avec lui pour lui montrer l'intérêt du jeu. Ça veut dire que vous ne vous intéressez pas à son jeu, ça veut dire qu'il ne trouvera son intérêt que de lui-même. Alors que si vous jouez un peu avec lui, au cube, au Playmobil, à la poupée, à tout ce que vous voulez, il jouera de l'intérêt que vous avez eu à être avec lui. Et donc vous continuerez à être avec lui en pensée quand il jouera tout seul. Ça ne va pas durer une journée, bien sûr, mais ça ne dure jamais très longtemps, les jeux du bébé. Mais en revanche, vous serez avec lui dans la relation, parce qu'il vous aura intériorisé. Voilà. Donc, à partir de, s'il y a d'autres questions, 3, 6, non, à partir de 6 ans, mais il y a des logiciels. Et avant que madame pose la question, je vous disais l'appareil photo numérique. Ça, c'est très très bien. Vous avez bien un vieux appareil photo qui traîne quelque part. Bon, vous le confiez à votre enfant à 6 ans, il fera très attention, il sera très valorisé. Il aura un appareil comme un grand. Et puis, il fera des photos, puis vous regarderez ces photos, puis vous verrez qu'elles sont très différentes des vôtres, et pour cause, hein, il est tout petit. Vous découvrirez vos genoux, comme vous ne les avez jamais vus. Vous découvrez les crottes de nez sur le plateau de la table qu'il a déposé pendant les 6 années précédentes. Et puis, vous lui apprendrez le droit à l'intimité et le droit à l'image. Le droit à l'intimité, c'est le fait que
Personne n'a le droit de me photographier ou de me filmer si j'en ai pas envie. Je n'ai pas de raison de donner. Je suis chez moi, je suis en train de manger, mon enfant vient, il me photographie. Je dis non, je ne veux pas que tu me photographies. Ben, il vous dit pourquoi? Ben, vous dites droit à l'intimité. Un autre jour, alors après il va dire tout le temps droit à l'intimité, mais ça fait rien, ça va lui passer après 1 ou 2 mois, puis au moins il aura appris droit à l'intimité. Et puis un autre jour, vous êtes en train de manger, vous sortez du bain en peignoir, et vous le photographiez, vous dites ben, qu'est-ce que tu vas faire de la photo? Il vous dit je vais la montrer, ben, vous dites oui je veux bien que tu la montres à ton père, ta mère, tes frères, tes sœurs, mais pas à tes copains. Il va dire pourquoi? Il va dire droit à l'image. Droit à l'image, ça veut dire que chacun a le droit de décider où va son image. Pas dans la foule. Hein. Vous savez qu'il y a la foule, on peut vous filmer dans la foule. Le droit à l'image ne s'applique qu'à la personne isolée, pas à la foule. Heureusement d'ailleurs, sinon on ne pourrait voir aucune image dans la presse de personne, d'aucune manifestation, de rien du tout. Voilà, donc droit à l'intimité, droit à l'image, vous faites comme ça de la pédagogie. Et ça, c'est très important après dans la gestion des réseaux sociaux. Voilà, donc à partir de 6 ans, mais vous avez aussi des jeux vidéo très intéressants comme Minecraft. Qui connaît Minecraft parmi vous? Oh ben c'est bien. Voilà. Enfin, ceux qui ne connaissent pas, c'est pas bien. Non, mais je veux dire, vous savez, tous les jeux sont free-to-play maintenant. Alors, Minecraft va free-to-play, mais ça veut dire que vous pouvez de toute façon aller voir des publicités. Mais beaucoup de jeux comme Overwatch, Fortnite, qui défrayent la chronique en ce moment, vous les trouvez en libre d'accès, hein, comme on dit, free-to-play, libre à jouer. Donc, vous pouvez prendre 10 minutes, hein, voilà, qui connaît Fortnite parmi vous? Bon, ben, c'est pas mal, c'est toujours les mêmes d'ailleurs. Alors, ceux qui ne connaissent pas, vous rentrez chez vous ce soir, vous tapez Fortnite, vous pouvez jouer pendant 10 minutes. Hein. Et puis, pour Minecraft, vous pouvez regarder les démos sur Internet. Voilà. C'est bien quand même d'avoir une représentation de ce que sont les jeux, même si vous n'y jouez jamais, de savoir que Minecraft, c'est des petits Lego numériques et des petits bonhommes un peu raides, voilà, et des petits monstres, et on cherchait des minerais dans la montagne. Voilà, c'est bien d'avoir cette image-là, que si quelqu'un vous dit Minecraft, vous n'ayez pas tout d'un coup, je sais pas moi, une image de FPS, de fusil comme ça pendant la dernière guerre, ça serait embêtant. Donc au moins que vous ayez une petite image qui correspond au jeu, ce qui vous permet, quand vous êtes avec quelqu'un qu'il connaît peut-être très très bien parce qu'il y joue, de poser les bonnes questions. Voilà. Est-ce que dans Minecraft tu mines beaucoup? Est-ce que tu joues en collaboratif? Enfin, est-ce que tu joues en survie ou en construction, etc. Juste pour poser les bonnes questions. Voilà. Oui? Et si l'enfant ne joue pas? Ah ben, s'il ne joue pas à aucun jeu vidéo, il n'y a pas de problème, il fait autre chose. Il fait autre chose. On a besoin de se renseigner pour notre ici, parce que j'ai déjà eu le cas où c'était des copains à lui qui se moquaient un peu de lui parce qu'ils ne connaissaient pas les jeux vidéo. Oui, mais les enfants trouvent toujours des camarades qui partagent leur centre d'intérêt. Je ne m'inquiète pas pour ça. Un enfant ne joue pas aux jeux vidéo, bon, on va peut-être le charrier un peu, mais il va bien trouver un copain qui s'intéresse, je ne sais pas, s'il s'intéresse au dessin, ou un copain intéressé par le dessin. Un copain d'ailleurs qui sera peut-être intéressé aussi par les jeux vidéo, mais qui sera intéressé par le dessin. Non, c'est pas un handicap du tout. Mais en revanche, si un enfant dit ben, tous mes copains parlent de Minecraft, j'aimerais quand même regarder Minecraft, faut le regarder avec lui. Il faut dire ben, quelle bonne idée, M. Tisseron a parlé de Minecraft et je ne le connais pas, ben, on va le découvrir ensemble. Voilà. Et donc ça c'est très bien. Oui. Je pensais spontanément à des jeux en soft, peut-être visuellement, comme les jeux de Mario Party. Oui, bien sûr. Des règles basiques. Voilà, oui. Je n'ai pas cité les noms, mais c'est ce que je disais tout à l'heure à madame, nous avons toujours préféré les jeux partagés aux jeux solitaires. Et les jeux partagés, ben, vous avez 3 cas de figure. Vous avez les jeux partagés en présence physique, on est assis côte à côte sur des fauteuils ou sur un canapé, on joue à plusieurs avec une console de jeu, comme Mario Kart, tout ça. Et puis vous avez les jeux qu'on joue à plusieurs à distance, via Internet, et avec des gens qu'on connaît. Puis vous avez des camarades, un enfant qui joue par exemple à Overwatch le soir en faisant une partie avec ses copains, et puis, ou FIFA. Et puis vous avez les jeux FIFA, je ne sais pas c'est ce FIFA. Enfin, en tout cas, Overwatch, je le connais. Et puis vous avez les jeux auxquels on joue en réseau, mais avec des inconnus. Donc le cas le mieux, c'est évidemment quand on joue en présence physique, avec les petits, c'est ce qu'il y a de mieux, on rigole bien, voilà. Après, ben, les jeux auxquels on joue en réseau, mais avec des camarades de classe,
si on les retrouve pendant ces jeux. Oui, avec qui tu joues, ben, tu sais bien, ceux qui sont venus l'autre jour à mon anniversaire, Julie, Coraline, Paul, Pierre et Jacques, voilà. Et puis, jouer avec des inconnus, ben, c'est pas très bon signe, hein, parce que ça induirait plutôt l'idée que celui qui joue avec des inconnus n'a pas vraiment des copains avec lesquels jouer. Voilà. Mais donc c'était 3 types de... Toujours préférer les jeux en présence physique avec des gens qu'on connaît, à la rigueur en présence... pas en réseau avec des gens qu'on connaît, et seulement à la fin en réseau avec des gens qu'on ne connaît pas. Voilà, quel cas de figure le moins favorable. Voilà. Pas forcément le plus problématique, le moins favorable. Parce qu'on ne peut pas toujours jouer avec des gens qu'on connaît, hein, voilà. Mais bon, c'est le moins favorable. Oui ? Je voulais intervenir dans la qualité des jeux. Vous semblez dire que les jeux qui sont proposés sont assez mauvais que ça, finalement. Alors, vous savez, des jeux, il y en a des milliers, hein. Donc, c'est pas parce que quelqu'un vous fait une conférence sur les romans en vous disant c'est bien de lire des romans que tout de suite vous allez pouvoir vous dire tiens, les romans auxquels je pense, c'est donc qu'ils sont bien. Il y en a beaucoup de catégories. Donc, les jeux aujourd'hui, c'est vraiment c'est un monde. Hein. C'est pour ça elle est toujours là. Donc, s'il y avait des. Alors, il y a une ludothèque, je pense, par là, quelque part, non? Une bibliothèque. Voilà, donc peut-être il y a des stages pour expliquer les différents types de jeux, parce qu'il faut faire ça, il faut expliquer aux gens qui ont envie de les connaître, les différents types de jeux. Il y a des familles, hein, c'est pas très compliqué, comme au cinéma, vous avez les policiers, vous avez les westerns, vous avez les aventures, vous avez les gore, vous avez les fantastiques, voilà, puis vous avez le cinéma d'auteur. Bon, mais c'est la même chose en jeu vidéo, vous avez du jeu vidéo d'auteur. Vous avez des jeux vidéo très poétiques, vous avez des jeux, pour faire 2 grandes catégories, vous avez des jeux qui sont plus narratifs et des jeux qui sont plus interactifs. Jeux narratifs, c'est les jeux dans lesquels le rythme est assez lent, vous vous racontez une histoire, vous suivez l'histoire du héros, voilà. Et les jeux plus interactifs, c'est souvent des jeux dans lesquels il y a plus de combats. Alors soit c'est des jeux de tir en première personne, soit c'est des jeux de combat à l'épée ou à la hache à 2 mains, voilà, contre des monstres ou contre des humains. Mais c'est très compliqué parce qu'actuellement, la plupart des jeux, en fait, ils sont soit narratifs, soit interactifs, selon la manière dont vous choisissez d'y jouer. Et vous avez des jeux qui sont sur le versant interactif, des jeux sur le versant narratif, et des jeux ouverts aux 2 possibilités. C'est le joueur qui choisit, soit narratif, soit interactif, soit narratif à 50% et interactif à 50%. Soit tout l'un, soit tout l'autre, soit entre les deux, et tous les panachages sont possibles. Donc, autrement dit, il ne faut pas seulement... Alors, pour les jeux, vous regardez un peu sur Internet. Si vous avez des enfants qui vous demandent un jeu, vous allez avec eux, vous discutez avec le vendeur. Les vendeurs des grandes surfaces sont souvent des joueurs eux-mêmes, ils sont bien informés. Vous pouvez aller sur le site Internet Pédagogeux, qui est plutôt bien fait, qui est fait par un certain nombre de partenaires, je crois, dont l'UNAF, un pédagogeux, comme pédagogie, ça se termine par J-E-U-X. Et puis vous pouvez, même sur pédagogeux, contacter les ambassadeurs du net, hein, qui sont des gens aussi qui peuvent vous informer éventuellement sur les jeux. Et donc, quand vous êtes un peu informé sur un jeu, s'il vous paraît bien pour votre enfant, ben, il va falloir aussi savoir s'il y joue plutôt interactif ou s'il y joue plutôt narratif. Et ça, vous ne le saurez qu'en discutant avec lui. Et même s'il joue narratif, vous ne saurez qu'en discutant avec lui le type de narration qu'il se construit. C'est-à-dire s'il tue tout le monde ou s'il tue personne, s'il est en mode furtif, d'essayer de ne pas se faire voir pour voler les trésors, ou si au contraire il est en mode Terminator et il tue y compris les civils. Voilà. Ça vous le saurez qu'en discutant avec lui. Hein. Vous ne pouvez pas savoir comment joue quelqu'un aujourd'hui sans parler avec lui. Vous pouvez savoir à la rigueur, vous pouvez savoir à quel jeu il joue, mais 2 enfants vont pouvoir jouer le même jeu de manière totalement différente. C'est ça qu'il faut comprendre aujourd'hui. Oui ? J'ai un enfant de 5 ans et demi qui réclame une console depuis 1 an avec son cousin, sa cousine. Je l'ai un peu diabolisé, donc on a fait un gros fantasme. En fait, il veut absolument sa console. 5 ans et demi, pour moi, c'était très très jeune. Oui, c'est jeune. Oui. Mario, enfin voilà, il a Mario, il n'en peut plus, il veut absolument sa console. Vous diriez vers quel âge? Oh ben oui, 5 ans et demi, c'est très jeune, mais alors, oui, mais alors, ça vous permet d'anticiper le fait qu'il le demande. Bon, écoutez, à partir du CP, mais le problème, c'est
qu'il ne faut peut-être pas qu'il ait une console à lui, il faut qu'il ait une console familiale. Voilà, mais si vous avez déjà une console, il n'y a pas de raison de lui en acheter une. Vous n'en avez pas, d'accord. Alors, il y a plusieurs types de consoles, hein, renseignez-vous. La Nintendo Switch est pas mal, il y a pas mal de choses pour enfants sur la Nintendo Switch. Mais après, vous allez donc acheter familial, hein, bien sûr, comme la tablette. Et après, ben, vous allez fixer des tranches horaires et faire en sorte qu'ils les tiennent. Voilà. Et fixer plutôt les écrans en fin de journée, hein, parce que le problème d'un écran, c'est quand on joue 1 heure à un jeu vidéo, après on n'est plus propre à rien, quoi. Ça continue à tourner dans la tête. Donc il faut le faire plutôt avant. Moi, je trouve qu'avant le repas du soir, c'est encore le meilleur moment, parce qu'après, on risque de ne pas pouvoir quitter pour aller se coucher, et on va se coucher avec les yeux comme ça. Donc voilà, fixer le bon moment, quoi. Un peu plus le week-end. Et puis intéressez-vous, parce que sur Switch, il y a des choses auxquelles on peut jouer à plusieurs, ce que disait monsieur. Nintendo, c'est vraiment la console famille-enfant, quoi. Voilà. La PS4, c'est plus la console adulte. Voilà. Puis la Xbox, c'est entre les deux. Voilà. Mais la Nintendo, pour console Switch, en plus, c'est très agréable. En termes de temps, bah, 1 heure par jour d'écran, à cet âge-là, c'est bien suffisant. Donc 1 heure d'écran, c'est tous écrans confondus. Hein. C'est-à-dire s'il décide de regarder un petit film à la télé, c'est son temps d'écran. Si vous voulez, vous pouvez acheter une petite boîte, puis vous faites comme les boîtes pour les pièces jaunes, il y a une petite fente, voilà. Et donc, sauf que vous ménagez un petit endroit pour récupérer. Vous faites des petits jetons de 1/4 d'heure, 1/2 heure, voilà, un petit jeton en carton. Et puis vous mettez un minuteur, vous collez un minuteur sur la boîte, et donc vous donnez des jetons. Par exemple, vous décidez que votre enfant a 1 heure par jour, 7 heures par semaine. Vous donnez des jetons pour 7 heures, par exemple 14 jetons d'une demi-heure. Et chaque fois qu'il regarde, il met ses jetons correspondants. Il tourne le timing, voilà. Et donc du coup, il voit la fin de la semaine et vous voyez aussi. Bon, on peut toujours tricher un peu, mais si vous voulez, l'idée, c'est d'associer les écrans à une durée. C'est ça qui est important. Que personne n'ouvre jamais un écran sans anticiper le temps qu'il y passera. C'est valable pour eux, c'est valable pour nous. On va voir, je vais voir une série que j'adore sur Netflix, je vais regarder 1h30. Et souvent, je vais regarder 2h15. Mais si je ne me fixe pas de timing, je peux y passer la nuit. Donc, toujours entraîner l'enfant et s'entraîner nous aussi à nous fixer un temps d'écran. Et ce petit système, donc, il est commercialisé en Suisse, mais il vaut assez cher. Mais on peut le bricoler. Une boîte, un trou, pouf, les petits jetons, un timer. Oui. Oui, alors il y a des jeux qu'on ne peut jouer que sur des grandes périodes. C'est moins vrai aujourd'hui. Mais les jeux en réseau... D'accord, petit. Mais alors, d'accord, mais je dis alors pour les plus grands, donc il y a des jeux, il faut savoir quels jouent les enfants. Un jeu comme World of Warcraft, mais moyenne d'âge, 35 ans, pas seulement lui, mais enfin, même plus encore, je pense, pour World of Warcraft, c'est un jeu ancien dans lequel toute une génération de joueurs continue à vieillir. Mais c'est un jeu auquel on ne joue pas 1 heure, quoi. On y joue 3 heures ou rien. Et puis vous avez en revanche beaucoup de jeux à des parties très courtes. Overwatch, vous avez des parties de 10 minutes, 15 minutes. Et puis Fortnite, vous avez des parties qui peuvent durer 2 minutes. Hein. Souvent, quand on commence, même la partie, elle dure 1 minute, parce qu'on est tué tout de suite. Hein. Donc on peut fixer 10 minutes sur Fortnite, il n'y a pas de problème. Voilà. Mais donc, l'idée, c'est, je pense, quand même, s'il y a un moment ritualisé tous les jours, du lundi au vendredi, ça sera la même durée tous les jours, pendant 1/2 heure tous les jours ou 1 heure tous les jours. Le week-end, ben, ça dépend de ce que vous avez à faire. Quand il pleut toute la journée, ben, c'est un peu plus d'écran. Quand il pleut un peu moins, ben, c'est dehors. Voilà. Mais n'oubliez jamais quand même qu'il faut respecter ce qu'on appelle l'alternance, hein, c'est-à-dire l'alternance des activités. Je ne l'ai pas dit, mais à 3, 6, 9, 12, on a 3 grands principes. C'est alternance, évidemment, accompagnement, ben, tout ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant tourne autour de l'accompagnement, et puis apprentissage de l'autorégulation. Et l'apprentissage de l'autorégulation, c'est apprendre aux enfants à pouvoir réguler leur temps d'écran. Et ça, c'est ce que je vous ai dit, ritualiser un moment d'écran. La boîte, pour l'enfant grandi, quand il grandit encore, à partir de 7-8 ans, un petit carnet sur lequel il marque son temps d'écran, ou à 10 ans, un petit carnet. Bon. Mais souvent, le petit carnet, ça marche moins bien que le timer, la boîte, parce que c'est physique, la boîte. Et les enfants, ils préfèrent des trucs qui sont physiques à des trucs qui sont trop papier, écrit, quoi. Mais sachez aussi que quelle que soit la règle que vous fixez, vous pouvez toujours en changer. C'est-à-dire que les enfants ont beaucoup plus de plasticité psychique que nous. Il
faut toujours revenir à ça. Il ne faut pas se dire, quand je sais pas, votre enfant, vous vous apercevez avec le temps qu'il passe 2 heures par jour devant la télé. Bon, vous dites, mais comment je suis arrivé à ça? Je n'ai pas fait attention. Vous dites, votre mari, votre femme, mon chéri, ma chérie, on n'a pas contrôlé. Regarde où on en est maintenant, mais comment faire? Il s'est habitué à ça. Vous dites à votre enfant, on va limiter. Il hurle, jamais. Avantage acquis, c'est normal, il en a entendu parler. Donc, sachez qu'il a plus de plasticité psychique que vous. Et que si vous décidez une nouvelle règle, si vous la justifiez, si vous la valorisez, par exemple en disant, maintenant tu es grand, tu ne vas pas passer 2 heures par jour dans la télé comme c'est bon pour les tout petits, ça. Maintenant, tu es grand, il y a des tas d'autres choses à faire, et puis on va regarder un long métrage ensemble tous les vendredis, plutôt, c'est plus intéressant. Si vous valorisez en disant, tu as grandi, ça change parce que tu changes et tout, si vous calculez bien le moment du changement, un temps de vacances, si vous partez en vacances 1 semaine par exemple, ou alors les grandes vacances, ou alors simplement, même si vous ne partez pas en vacances, la rentrée scolaire. Avant la rentrée scolaire, dans beaucoup de chambres d'enfants, on enlève les vieux trucs de quand l'enfant était petit, on dit bah, maintenant tu es grande, ces peluches, est-ce que tu les veux vraiment toutes? Voilà, ces vieux livres pour bébé, tu veux les garder? Non. Voilà. Et donc à ce moment-là, ça change des habitudes. Vous appuyez sur la transition scolaire pour changer les habitudes d'écran. Vous anticipez 15 jours avant, vous justifiez, vous argumentez, vous valorisez. Les enfants sont complètement capables de changer de comportement. Vraiment, ils ont beaucoup de plasticité psychique, beaucoup plus que nous. On peut les envier. Et donc, du coup, il faut tabler sur cette plasticité psychique. Mais en même temps, ça nous oblige aussi à pouvoir imaginer des nouvelles règles, imaginer comment les valoriser, imaginer comment faire avec eux. Parce qu'un enfant préférera toujours du temps d'écran partagé avec vous à du temps ou une activité partagée avec vous, une activité solitaire. Quand vous dites à un enfant, est-ce que tu préfères jouer aux jeux vidéo tout seul ou venir jouer avec tes copains? Il ira toujours jouer avec ses copains. Le problème, vous savez, c'est que, regardez ici, quoi, où il est le terrain de foot? On le cherche. Où il est le terrain de cheval, pour faire du cheval, pour ceux qui en ont envie, on le cherche. Où sont les ateliers de dessin gratuits? Alors ça, c'est un peu plus facile à trouver. Mais dès qu'il y a des activités collectives, il n'y a plus d'espace. Dans les villes, il n'y a plus d'espace pour le collectif physique, je veux dire. Alors il faut aller à Vincennes, tout le monde ne peut pas y aller. Surtout pour les enfants petits, il faudrait qu'ils soient accompagnés, les parents ne sont pas forcément d'accord. Voilà, donc un enfant à qui on propose une activité partagée, il la préfère toujours à une activité solitaire. Le problème, c'est qu'il est de plus en plus compliqué de proposer des activités partagées parce qu'il y a de moins en moins de lieux sécurisés d'activités partagées. Vous vouliez poser une question, monsieur? Sur la question là-bas, concernant le fait de jouer au jeu, et donc c'était rien d'obligatoire. Moi j'ai un cas de figure où j'ai 2 enfants qui ont différents âges de 5 ans. J'ai une grande fille de 11 ans et un petit garçon de 6 ans. Et la grande fille joue beaucoup aux jeux vidéo. Et le petit garçon, il est plutôt spectateur en fait. On essaie justement de lui proposer des moments où il joue aussi. Mais il a toujours été spectateur de ça. Et du coup, il n'est jamais actif même avec des jeux vidéo. Est-ce qu'on doit l'inciter plus à être actif? Oui, ça c'est mieux. Quel âge il a? À 6 ans. Oui, bon, il ne faut pas trop vouloir accélérer les choses. Hein. Un jour, il va s'y essayer lui-même. Hein. Il a quel âge il a, le grand? 11 ans. Et il joue à quoi? Zelda. Zelda, un jour, il aura envie d'y jouer tout seul. Animal Crossing et Animal Jam. Comment? Animal Crossing. D'accord. Et Animal Jam. Oui, mais un jour, il aura envie d'y jouer tout seul. Vous savez... Et puis même s'il préfère regarder, quelqu'un qu'il estime plus compétent que lui y jouer, il pourra être actif dans d'autres domaines. Hein. Il y a toujours des parents inquiets. Il y a une autre question? Oui? Vous disiez que les écrans n'apportaient rien à l'enfant, mais pouvaient les faire parler. Et est-ce que ça veut dire que l'enfant qui dès le matin arrive, qui parle, est-ce que ça ne veut pas dire qu'il passe ça? C'est pas une preuve comme quoi il passe trop de temps devant les écrans? Qui arrive à l'école? Oui. Il peut avoir d'autres raisons d'avoir envie de parler. Hein. Mais le problème, c'est que
chez des enfants qui n'ont pas été amenés à échanger autour des écrans qu'ils voient, la parole est retenue et la seule chose qui reste, c'est l'excitation. S'il suffisait de montrer des écrans à un enfant pour qu'il tout de suite il se mette à en parler, ça serait trop beau. Le problème, c'est que beaucoup d'enfants voient beaucoup trop d'écrans et en même temps, ils ne sont jamais encouragés à en parler. Ce qui fait que quand ils arrivent à l'école, ils gigotent dans tous les sens en prononçant quelques mots qu'ils ont retenus, d'exploser la gueule, crève, tous les trucs qui les ont marqués, et ils sont incapables d'en construire un discours. Donc c'est pour ça qu'il faudrait dès la maternelle, dès le primaire, encourager les enfants à raconter autour des écrans qu'ils voient, ce qu'on essaye de faire un petit peu dans l'activité Jeu des trois figures que j'ai mise en place, qui est maintenant un agrément d'éducation nationale, qui a pour but qu'une activité théâtrale gérée par les enseignants autour des images que les enfants voient, en particulier pour objectif de lutter contre le harcèlement et de développer les capacités d'empathie. Mais le problème, c'est que si un enfant a été encouragé petit à parler des écrans, qu'il a vu très bien, il développe son langage et tout, mais si un enfant n'y a pas été encouragé, il grandit avec un langage pauvre, et qu'est-ce qu'on fait quand on a un langage pauvre? On se rabat sur le corps. C'est un enfant qui va raconter ce qu'il a vu, c'est un enfant qui va faire les gestes, et éventuellement les agressions qu'il a vues. C'est ça le problème. Mais si vous voulez, ce n'est pas une fatalité. C'est pas parce que vous avez vu un film, c'est pas parce que vous avez vu un film c'est pas parce que vous avez vu un western que vous allez acheter un revolver pour flinguer votre voisin. Je veux dire, c'est pas mécanique, alors qu'il y a eu un moment, on a l'impression que c'était mécanique quand on écoutait un certain nombre d'intervenants. Non, mais ça veut dire que si vous avez du langage, vous allez pouvoir raconter ce que vous avez vu, le partager, le socialiser, enrichir votre réseau relationnel et votre personnalité. Mais si vous n'avez pas le langage pour en parler, ben vous allez laisser parler votre corps, vous risquez d'échanger quelques coups, même vous faites semblant de frapper un enfant, il a peur que vous le frappiez et vous fiche un coup pour de vrai. Ça, des fois, on le voit. Un enfant qui dit, mais pourquoi il t'a attaqué? J'ai rien fait. L'autre dit, il a fait comme s'il m'attaquait. Donc même un enfant qui pourrait faire semblant à la cour de récréation de donner un coup de poing, comme dans un film qu'il a vu, il peut tomber sur un autre enfant qui s'estime attaqué, qui donne lui un vrai coup de poing. Et ça dégénère. Ouais, toute la difficulté, c'est d'arriver à enclencher cette spirale vertueuse dans laquelle il y a un temps pour voir des écrans, il y a un temps pour en parler. À la limite, écoute, si tu ne parles pas de ce que tu vois, on le mettra les écrans moins souvent pour l'enfant petit. Puis de toute façon, il est tellement content d'en parler, l'enfant petit, il n'y a aucun problème. C'est après les enfants qui n'ont pas pu en parler petit, d'abord ils n'ont pas développé le langage, et puis surtout ils ont eu l'impression que leurs parents n'étaient pas vraiment intéressés par ce qu'ils voyaient, et du coup après ils se replient sur eux-mêmes, et même quand on leur dit « alors tu as joué aux jeux vidéo, raconte-moi », si c'est 12-13 ans, ils ne vous répondront pas. Une fois j'ai comme ça je faisais un stage de formation, et vous savez, dans les stages de formation, il y a des assistantes sociales, des psychologues, ils viennent pour leur formation, mais viennent toujours aussi pour leur famille. Et donc, voilà, il y a une dame le lendemain qui me dit, j'ai fait comme vous m'avez dit, j'ai demandé à mon ado, raconte-moi un peu le jeu vidéo auquel tu joues, parce qu'aujourd'hui j'ai fait un stage et tout, et elle nous a raconté, pas seulement à moi, mais à tous les gens qui étaient dans la formation, elle a dit, mon garçon m'a dit, mais quelle mouche te pique, quand j'ai voulu t'en parler, tu n'as jamais voulu m'écouter. Et tout d'un coup, voilà que tu me poses la question. Trop tard. Voilà. Donc souvent, hélas, c'est ce qui se passe. Si l'enfant n'a pas été encouragé à en parler petit, après il s'habitue à gérer ça de son côté et il devient très réticent à en parler. Ce qui ne veut pas dire que ça ne soit pas rattrapable, mais il faut être très patient, très intervenant, se mettre derrière lui. Écoute, je ne te dérangerai pas, je vais simplement regarder, essayer de comprendre tout seul. Voilà. Et puis si j'y arrive pas, peut-être je te poserai une question, fais pas chier. Non, mais Voilà, parce que si vous voulez, un enfant qui s'est senti rejeté au début dans son intérêt pour les images, encore une fois, il s'est senti méprisé, il a envie de vous le renvoyer sous la forme de mépris. Et tout ça, c'est tellement simplement humain, quoi. Voilà. Oui. J'ai une question, est-ce que vous faites la différence entre un jeu vidéo où justement on est actif avec l'écran et un jeu où on est passif? Oui, alors classiquement on fait la différence, mais en fait il faut comprendre que mentalement on est toujours actif, voilà, sauf si on reste trop longtemps. Alors si on reste longtemps devant la télé, soit un tout petit,
il ne comprend plus rien, il ne voit pratiquement plus rien. On est accroché à l'écran, mais ça bouge simplement. Mais il faut savoir que sur un jeu vidéo, il y en a qui sont assez simples pour que les gestes qu'on fait soient très répétitifs. Et en fait, l'interactivité peut être très limitée sur un jeu vidéo. Donc, donc déjà, de ce point de vue-là, la différence est moins marquée que ce qu'on a tendance à le dire, mais surtout, il faut comprendre que vont se développer dans les années qui viennent beaucoup de films interactifs et beaucoup de séries télé interactives, notamment sur téléphone mobile. Et donc, vous ne regarderez plus, par exemple, les aventures de héros et héroïnes américains, ou pas américains, en voyant leurs aventures. Mais par exemple, quand le monsieur et la dame se retrouvent, ils se fâchent, et alors vous aurez le monsieur reste avec la dame ou le monsieur s'en va. C'est vous qui choisirez. Vous aurez 5 secondes pour choisir. Puis après, il y aura des embranchements. Donc, cinéma interactif va complètement modifier la relation au cinéma. Et parallèlement, vous avez maintenant du jeu vidéo narratif, qui est du jeu vidéo avec très peu de choix, et vous suivez la narration. Donc la distinction entre écran actif, jeu vidéo, écran passif, cinéma-télé va s'effacer complètement, puisque la télé va disparaître, être remplacée par les chaînes YouTube, et les chaînes YouTube, ça sera du streaming, et vous aurez de l'interactivité. Vous aurez même de l'interactivité à la télé, probablement avec votre télécommande. Voilà. Donc la distinction aujourd'hui n'est plus pertinente pour bien longtemps. Voilà. Oui. Choisir la suite plutôt que de ne pas avoir choisi. Mais l'important n'est pas qu'il y en ait un mieux que l'autre. L'important, c'est que comme disait monsieur, il a un fils qui joue beaucoup et l'autre regarde. L'important, c'est que toute la catégorie de population qui souhaite voir sans jamais bouger le petit doigt puisse voir sans bouger le petit doigt. Il y aura des spectacles pour eux. Et tous ceux qui ont envie de faire du jeu vidéo frénétique feront du jeu frénétique. Ceux qui auront envie de faire de la télé interactive feront de la télé interactive. Et ceux qui ont envie de faire du jeu vidéo narratif feront du jeu vidéo narratif. Si vous voulez, l'important n'est pas qu'une technologie supplante les autres. L'important, c'est d'augmenter les capacités de choix. Mais du même coup, la distinction entre écran actif et écran passif, on s'apercevra que ce n'est pas une distinction d'écran, c'est une distinction de spectateur. Oui, mais il y a peut-être quand même physiquement parlant, il y a peut-être des choses qui seront malgré tout meilleures que d'autres. Pour une personne à un moment... Ça existe. Pour une personne... Non, parce que Netflix fait tout pour réduire vos possibilités de choix. C'est ça le problème. Netflix n'augmente pas votre liberté. Netflix diminue votre liberté en vous faisant croire qu'il l'augmente. C'est ça le problème. Mais à partir du moment où vous aurez des films des jeux vidéo narratifs, des jeux vidéo interactifs, des films non interactifs, des séries interactives, des séries non interactives, certains de 20 minutes, d'autres de 45 minutes, d'autres de 3 heures, eh ben, vous augmentez votre liberté. Et donc vous augmentez la possibilité de choisir ce qui vous intéresse. Ne vous inquiétez pas, la nouvelle génération va grandir avec tout ça. Aujourd'hui déjà, qui aurait cru qu'on pourrait choisir entre la tablette, le smartphone, la télé, l'ordinateur? Les gens y arrivent très bien, vous ne posez même pas la question. Vous ne vous dites pas, est-ce que je vais aller sur mon smartphone, sur mon ordinateur? Vous ne posez pas la question, ça dépend du lieu où vous êtes, ça dépend de votre humeur, ça dépend de l'environnement, ça dépend des programmes auxquels vous voulez avoir accès. Tout ça, se fait automatiquement. Pardon? Cette avancée individualise quand même un peu plus. Si en plus on est acteur d'une série, d'un film qu'on veut tous voir et qu'on choisit tous d'écrire. Oui, mais alors vous aurez aussi des séries gérées collectivement. On pourrait décider avec 20 copains de gérer un film interactif et les décisions seront prises à la majorité, la moitié plus un. Tout sera possible. Enfin, tout ne sera pas possible, mais beaucoup de choses qui n'existent pas aujourd'hui vont devenir possibles. Voilà. Enfin, tout ça est... Ça pour vous dire que, voilà, c'était pour répondre à la question, écran actif, écran passif, la distinction est en train de se réduire. Voilà. Pardon? Mais pourquoi? C'est comme si, au moment de l'invention de la voiture, des gens auraient eu peur qu'il y ait des voitures de course, des berlines et des voitures à 2 places. Non, les gens utilisent ce dont ils ont besoin.
Votre cerveau se modifie en permanence. Moi, je suis en train de vous parler, mon cerveau se modifie. Donc, vous faites 1 heure de piano, votre cerveau se modifie. Vous faites 1 heure de jeux vidéo, votre cerveau se modifie. Votre cerveau est un organe extraordinaire qui se modifie sans arrêt. Votre muscle aussi. Hein. Vous faites un peu d'haltère, ça se modifie, tout le monde le sait. Vous faites un petit peu d'exercice d'accommodation, votre capacité d'accommodation se modifie. Notre plasticité corporelle est énorme et notre plasticité psychique encore bien plus grande. Ah ben bien évidemment qu'on en perd. Ah non mais on en a beaucoup perdu. On en a beaucoup perdu. Mais rendez-vous compte comment vivaient les Grecs et les Romains, mais on ne survivrait pas 3 jours à la manière dont ils vivaient. Et puis alors, je me souviens, j'étais dans un colloque une fois, il y avait quelqu'un qui rappelait un truc drôle, c'est que les bourreaux, maintenant en Occident il n'y en a plus, mais les bourreaux régulièrement, ils ont fait des mémoires à leur patron, à leur chef, à leur roi, à leur empereur, pour dire que le corps humain des victimes s'était tellement modifié en quelques années qu'il fallait modifier les techniques de torture. C'est-à-dire les poids qui permettaient de torturer quelqu'un en 1600, en 1675, les mêmes poids arrachaient les membres, parce que le corps humain s'était modifié. Notre corps n'a plus rien à voir avec c'était le corps de nos ancêtres, si ce n'est qu'on a gardé 2 bras, 2 jambes, un tronc, une tête. Mais si vous voulez, tout se modifie sans arrêt. Et le problème, c'est qu'on ne nous le dit pas, on ne le dit pas assez. Voilà. Mais... Ah ben, vous avez le choix d'aller élever des chèvres dans le Larzac. Il y en a qui l'ont fait il y a quelques années. Vous pouvez porter le moins de vêtements possible pour vous endurcir au froid. Vous pouvez marcher pieds nus pour le jour où il n'y aurait plus de chaussures. On ne sait jamais, comme ça vous serez prête. Non, tout le monde est libre dans une démocratie de se préparer aux épreuves qu'il anticipe. Vous pouvez vous entraîner à manger de la terre et essayer de la digérer pour le jour où il n'y aura plus rien d'autre à manger que de la terre. Non, mais je veux dire, chacun peut se préparer aux catastrophes qu'il anticipe. Mais c'est de la liberté de chacun. En tout cas, regardez la récente étude, vous avez entendu parler, sur des enfants qui sont devant des écrans 7 heures par jour. Il a été montré que leur configuration cérébrale n'est pas du tout la même. Alors, tout de suite, il y a des journalistes qui se sont affolés. Et les chercheurs ont dit, mais on ne sait pas si c'est positif ou négatif. Alors, plus intéressant encore, ça c'est la récente étude sur les ondes électromagnétiques publiée par l'ANSES, Agence nationale de sécurité sanitaire. Conclusion en 3 phrases. Première phrase, les ondes électromagnétiques modifient les compétences cognitives et les capacités de mémoire. Deuxième phrase, les ondes électromagnétiques diminuent les compétences cognitives et les capacités de mémoire chez certains individus. Troisième phrase, les ondes électromagnétiques augmentent les capacités cognitives et les capacités de mémoire chez certains individus. Ça veut dire que tout est affaire de rencontre. C'est ça que ça veut dire. Donc, si vous voulez, le fait que notre cerveau se modifie en permanence, ben, c'est la physiologie, l'heureuse physiologie de notre cerveau. Heureusement qu'il se modifie en permanence. S'il ne se modifiait pas, on n'aurait pas de plasticité psychique. On a des neurones nouveaux qui se constituent sans arrêt, ce qui veut dire que même à 80 ans, si vous n'avez jamais touché un jeu vidéo, eh bien, vous pouvez apprendre à jouer aux jeux vidéo, pour apprendre à jouer au piano, pour apprendre à jouer au violoncelle, en utilisant vos petits neurones tout neufs qui sont disponibles à tous les apprentissages nouveaux. Heureusement que notre cerveau se transforme. S'il ne se transforme pas, ce sera un vrai drame. D'autant plus qu'on sait qu'on est adolescent jusqu'à 23 ans. Alors voilà, la capacité de contrôler les impulsions, la maturité, l'essentiel de l'évolution cérébrale et la capacité de contrôler les impulsions, c'est entre 20 et 25. Mais c'est beaucoup aidé par l'environnement. Mais après, toute la vie, le cerveau continue à évoluer, à se transformer, etc. Sinon, comment croyez-vous qu'on pourrait dire bientôt les gens vont devoir s'habituer à changer de métier au cours de la vie? Des gens qui disent on ne pourrait jamais changer de métier. Ben, les gens sont bien obligés de changer de métier puisque un certain nombre d'anciens métiers vont disparaître. Mais même si votre métier garde le même nom, ça ne sera plus le même boulot. Donc de toute façon, il faudra heureusement que notre cerveau se transforme. Oui. La question n'était pas effectivement on n'inquiète pas que le cerveau qu'on a se transforme, effectivement, c'est tant mieux. Mais c'est est-ce qu'il se transforme bien? C'est ça la question. Alors, il y a 2 critères. Tout à fait. Il y a 2 critères sur la bonne transformation de la personnalité et du cerveau. Le premier critère, c'est créatif. Est-ce que ce que vous faites est créatif ou pas? Le deuxième critère, c'est est-ce que ce que vous faites est socialisant ou pas?
C'est-à-dire, dès qu'un enfant passe beaucoup de temps dans une activité, que ce soit faire du foot, faire du violoncelle, faire du jeu vidéo, lire les œuvres complètes de Proust, il faut vous dire, est-ce que c'est créatif? Est-ce qu'il se socialise? Si un enfant passe 7 heures par jour à jouer du violoncelle, uniquement des morceaux dont il déchiffre les notes, tout seul, dans sa chambre, il se désocialise, il n'est pas créatif. Il faut bien comprendre ça. Et si un enfant passe 4 heures par jour sur les jeux vidéo, à jouer un réseau avec des copains, et à faire des photos dans les jeux vidéo, à faire des petits films, à les mettre sur Internet, il se socialise, il est créatif. C'est à ça qu'il faut toujours revenir. Une pratique excessive n'est pas forcément une pratique pathologique. Une pratique excessive, c'est une pratique supérieure à la moyenne. La moyenne, elle évolue. Je veux dire, moi, en 1980, la moyenne de jeux vidéo par jour, c'était pas grand-chose. On l'a calculé par semaine. Il n'y a pas beaucoup de gens qui jouent aux jeux vidéo. Mais aujourd'hui, beaucoup de gens jouent aux jeux vidéo. Mais en revanche, ce qui reste valable, c'est est-ce que c'est créatif, est-ce que c'est socialisant? Voilà. Une pratique excessive n'est pas forcément pathologique. Elle peut relever de la passion. Le propre de la passion, c'est d'enrichir la vie parce que c'est créatif et socialisant. Et le propre d'une pratique excessive pathologique, c'est d'appauvrir la vie. C'est pour ça qu'il faut être très très vigilant, non seulement sur les temps d'écran, alors pas pour le petit, on a bien compris qu'avant 6 ans, c'est essentiellement en termes de temps. À partir de 3 ans, on choisit des programmes de qualité, donc on commence à stimuler la créativité et surtout la capacité narrative. Mais à partir de 6 ans, 7 ans, 8 ans, ce qui va être important, c'est en quoi l'activité d'écran d'un enfant est créative et socialisante. Tu joues à ce jeu, Overwatch par exemple, est-ce que tu joues avec tes copains? Ben oui, je joue avec mes copains. Regarde, tiens, lui, l'avatar, là, le gros avatar, c'est Claudine. Voilà. Et là, le petit maigre, avec un gros fusil, c'est Jean. Ah, ben dis donc, ils en ont choisi des drôles de personnages, tes copains. Voilà. Ça, c'est socialisant. Ouais. Et si au contraire, il dit, non, non, je m'en fiche, je prends n'importe quelle partie en cours, ça, c'est un peu préoccupant. Pourquoi tu ne joues pas avec tes copains? Il faut toujours revenir à cette idée socialisant, créatif. Voilà. Pardon, je regardais ma montre, excusez-moi. Pour les 6 à 9 ans, il y a le temps limité. Alors, si on rentre tard du travail, est-ce qu'on peut déléguer ce temps Est-ce qu'on doit cacher la tablette? On a oui. parfois des pratiques qui sont... C'est un peu compliqué à gérer, donc s'il faut cacher la tablette, vous cachez la tablette. Mais oui, je sais, il y a des enfants qui rentrent de l'école à 4h30, les parents rentrent à 8h, je sais, c'est très compliqué à gérer. Mais je pense qu'il vaut mieux voir avec l'enfant, quand vous rentrez, s'il a fait ses devoirs, et s'il a fait ses devoirs, est-ce qu'il a des résultats à peu près satisfaisants à l'école, lui dire qu'il faut limiter le temps de tablette et lui faire confiance. Parce que vous pouvez cacher la tablette et il pourra s'arranger pour la trouver et là c'est très compliqué. Si vous voulez, il vaut toujours mieux avoir un contrat de confiance. Contrat de confiance, pour moi, c'est les résultats scolaires, la socialisation. La socialisation avec l'alternance, voilà. Pourquoi tu restes ici, il fait beau, tu as des copains, je sais pas, moi, ou l'anniversaire d'un copain, vas-y, non, je préfère jouer à jeux vidéo là plutôt qu'à l'anniversaire. Non, tu vas à l'anniversaire de ton copain. Tu peux rester comme un con, je joue tout seul, je vais à l'anniversaire de ton copain. Voilà. Donc, toujours veiller à l'alternance des activités, à la socialisation. Mais c'est toujours mieux de faire des contrats. Puis si vous voyez que les résultats scolaires chutent, alors là, oui, vous dites alerte, hein, alerte. Ça, il y a un problème. Il y a un problème. Soit ça revient, soit on va être draconien pour les écrans, avec toujours cette idée que nos enfants ont plus de plasticité psychique que nous. Ils se débrouilleront toujours pour faire autre chose, toujours. Alors éviter l'ordinateur dans la chambre quand il grandit, voilà. Éviter. Alors le smartphone, pas quand même avant le CP, hein, voilà. Mais avant on disait la 3e, maintenant on dit le CP parce que beaucoup en ont un. Mais plus vous retardez le moment du smartphone, mieux c'est. En revanche, ce qu'il faut savoir pour le smartphone, c'est que vous anticipez le moment. Dès que l'enfant a 6-7 ans, il ne pense plus qu'à ça. Donc vous dites, tu dois y penser, oui j'y pense. Bon, non, chez nous, ça sera par exemple quand tu rentreras en 6e, voilà. Et puis dans une autre famille, ça peut être quand tu seras en 4e, hein, voilà. Moi, les familles gèrent comme elles veulent. En revanche, il y a 2 trucs importants. C'est qu'il faut que les parents puissent dire à l'enfant, et tu vois, quand tu auras un smartphone, tu feras comme nous. C'est-à-dire, tu ne le décrocheras jamais pendant le repas, et tu ne l'emmèneras jamais dans ta chambre. Alors, qui est-ce qui emmène son smartphone dans sa chambre parmi vous?
Alors si vous n'avez pas d'adolescent, ça ne pose pas de problème. Si vous avez un adolescent, il va dire « je fais comme vous, je fais comme toi papa, comme toi maman ». Alors il faut savoir que vous l'emmenez pour vous réveiller probablement, mais que votre enfant il ne va pas l'emmener pour se réveiller, il va l'emmener pour regarder des vidéos, pour jouer à des jeux vidéo, pour aller sur les réseaux sociaux jusqu'à point d'heure. Donc la seule manière que vous avez, si vous avez un enfant, de lui interdire d'emmener son smartphone dans sa chambre, ça c'est à très haut risque, c'est de dire un réveil pour tout le monde. À partir du 1er avril, par exemple, voilà, un réveil pour tout le monde. À partir de, voilà, un réveil pour tout le monde. Et j'en achète un, voilà, je t'en achète un, je t'en achète un pour tout le monde. Un pour papa, un pour maman, un pour chaque enfant. Et plus personne n'emmène son smartphone dans sa chambre. Il y aura des grincements dedans, mais ça ne fait rien. Vous dites c'est comme ça, voilà. On a assez de temps dans la journée pour utiliser son smartphone, jamais dans la chambre le soir. Justement, un enfant à l'école ne peut pas, le soir, dans sa chambre, il ne peut pas. Quand est-ce que finalement il peut utiliser son smartphone? D'abord, il a accès à d'autres écrans qu'un smartphone. On peut rentrer en contact avec ses camarades à partir de n'importe quel outil connecté. Et sur les smartphones, en fait, ils passent leur temps à regarder. L'intérêt du smartphone, c'est que quand vous regardez sur une tablette, c'est un peu compliqué de la cacher. Le smartphone, vous n'arrivez jamais à voir ce que fait un ado sur son smartphone. Dès que vous approchez, même vous passez à 3 mètres, il est comme ça. Voilà. Ça, je vous disais tout à l'heure, mon smartphone n'est pas ton jouet. C'est souvent ce qu'il faudrait que la mère intègre, mais l'ado, lui, il a tout de suite intégré. Et donc, il sort de l'école, il a interdiction d'utiliser à l'école. Mais dès qu'il sort de l'école, il rentre chez lui avec le nez sur son smartphone, souvent, bon, déjà. Il arrive, il prend son goûter, il est sur son smartphone, voilà. Et donc, voilà, même. Et puis, s'il se couche à 9h30 ou 10h, il peut avoir son smartphone jusqu'à 9h ou 9h30, par exemple. Voilà, arrêter au moins une demi-heure avant. Voilà. Mais même s'il fait qu'une heure de smartphone par jour, il va pas en souffrir. Il va subjectivement peut-être en souffrir, mais son développement ne va pas en être entravé. Voilà. Est-ce qu'on doit le cumuler avec l'utilisation justement de la tablette le soir? Non, il faut fixer un temps d'écran global. C'est-à-dire, si un enfant voit un long métrage, en principe, on lui dit, écoute, tu ne vas pas passer 1h30 sur la tablette, sur son smartphone. Mais bon, si vous voulez, il faut avoir des principes et puis régulièrement les réactiver parce qu'on a tendance à oublier, à laisser courir et tout. Et le problème, c'est que si on laisse courir, l'enfant, si vous voulez, le problème, c'est pas de laisser courir par rapport au fait que le temps d'écran augmente. Le problème, c'est de laisser courir de telle manière que l'enfant a l'impression que ce qu'il fait ne vous intéresse pas. C'est ça le grand problème. C'est-à-dire les enfants, dès que vous leur dites de faire un truc, ils disent « fais chier, on dirait que tu as été inventé pour me faire chier, lâche-moi les baskets, laisse-moi tranquille ». Mais en revanche, si vous dites « ok, je te fais chier, je te dis plus rien », et bien après il va souffrir en disant « mais quand même, mon parent, il se fiche pas mal de ce que je fais ». Donc il vaut mieux aller vers lui et lui dire des trucs et il va répondre toujours « tu fais chier ». Et puis vous dites, ne parle pas comme ça, d'accord. Mais au moins, vous lui montrez que vous vous préoccupez de lui. Voilà. Mais le plus tragique, c'est que si vous vous retirez des conseils éducatifs, il a l'impression que, d'abord, il y a un boulevard devant lui, ce qui l'angoisse, et puis surtout, que vous vous êtes retiré de votre rôle éducatif, quoi. Parce que, comme on dit à 3, 6, 9, 12, à 12 ans, alors là, ils ne vous ont pas mis le slide sur 3, 6, 9, 12, mais sur le petit truc que vous avez, vous voyez, à 12 ans, il y a marqué, après 12 ans, restez disponible, il a encore besoin de vous. C'est l'âge où l'ado fait tout pour vous faire croire qu'il n'a pas besoin de vous. Mais en fait, dans le fond, il est bien content que vous le surveillez un peu, que vous lui donnez des conseils, que vous le cadrez. Parce que comme disait madame, avant 20 ans, disons, 20, 25, le contrôle des impulsions est très difficile. À l'adolescence, il y a un moment où les désirs de l'adulte sont présents dans le vécu adolescent, mais la capacité de contrôler les impulsions n'est pas encore présente. Et entre la 5e et la 3e, c'est les années de toutes les conneries, parce qu'ils ont un mode de pensée quasiment adulte, ils ont des émotions d'adultes, mais ils n'ont pas le contrôle des impulsions. Donc ils se mettent à imaginer des trucs abracadabrants qu'on pourrait imaginer aussi, mais nous on ne le fait pas, et eux ils le font. Voilà.
Et ce n'est pas parce qu'ils sont malades, hein, c'est parce qu'ils n'ont pas le contrôle des impulsions. On sait maintenant que c'est physiologique. C'est assez mal foutu de ce point de vue-là, le cerveau. Vous savez, c'est comme le corps, il y a beaucoup de caricatures là-dessus. À l'adolescence, les jambes augmentent en premier, ça fait les caricatures du grand-duduche, et puis le tronc augmente après. Donc pendant un moment, aux adolescents, des grandes jambes et des petits troncs. Il y a plein de caricatures là-dessus. Mais le cerveau, c'est pareil. D'abord, vous avez la capacité cérébrale de percevoir des émotions adultes et une période pendant laquelle ça existe, et le contrôle des impulsions adultes seulement après. Ce qui veut dire que pendant 2 ans, 2-3 ans, en tenant bon l'éducation, tout est possible. Et si on ne tient pas l'éducation, ça dure plus longtemps. Oui. Et si on part du principe que c'est à cette période-là, normalement, que l'adolescent doit s'émanciper de sa famille et éventuellement aller fonder un autre foyer. Non, après quand même, après. Mais, ça dépend, si on remonte historiquement. Oui, alors. Pendant l'adolescence. Oui, parce qu'il est tout à fait possible que le cerveau soit modifié. Il est tout à fait possible, c'est parce que les ados restent dans leur famille, qu'il y ait ce décalage. Il y a actuellement des gens qui disent quand les enfants allaient bosser à 7 ans dans la mine, peut-être qu'ils n'avaient pas ce décalage du tout. C'est parce que le cerveau est très plastique. Donc ça ne veut pas dire que les hommes du Paléolithique avaient déjà ce décalage dans l'adolescence, on n'en sait rien. Mais en tout cas, aujourd'hui, il existe. Mais je suis certain, quand ils allaient bosser à 7 ans dans les mines, tout était différent. Enfin, beaucoup de choses étaient... Et on ne sait pas. Personne ne sait comment ça fonctionnait dans leur tête à ce moment-là. En tout cas, aujourd'hui, c'est ce qu'on observe. Ceci dit, peut-être que dans quelques années, on observera d'autres choses avec l'évolution de la société, tout, on ne sait pas. Le cerveau se change, non seulement le cerveau individuel se change constamment, mais comme tous les cerveaux individuels évoluent constamment, les statistiques sur les statistiques évoluent aussi, quoi. Bon, oui. On n'a pas encore prononcé le mot d'addiction. Non, on ne l'a pas prononcé, mais c'est vrai. Est-ce que ça existe, l'addiction aux jeux vidéo, notamment Oui. le sentiment de valorisation immédiate qu'on peut avoir Oui. quand on gagne, quand on fait un bon sport, ou à l'inverse, quand on fait un mauvais score, on peut se sentir nul. Vous avez l'air d'avoir bien réfléchi à ça. Alors, qui pense parmi vous qu'il y a une addiction aux écrans? Ah, ça va, il n'y en a pas trop. Vous savez, moi, j'aime bien citer la phrase de Coluche, c'est pas parce qu'ils sont nombreux à avoir tort qu'ils ont raison. Voilà. Non, il n'y a pas d'addiction aux écrans, sinon, s'il y en avait une, eh bien, il y aurait une addiction à la télévision. Parce que quand même, beaucoup de gens ont passé beaucoup de temps depuis que la télé existe devant la télé. On n'a jamais parlé d'addiction à la télévision. S'il y avait une addiction aux écrans, il y aurait forcément une addiction à la télévision. Or, il n'y en a pas. Personne ne vous a jamais dit, je ne dis pas qu'il n'y en a pas objectivement, mais personne n'a jamais dit qu'il y en avait une. On est obligé de se fier à ce qui est dit. Dans aucun pays du monde, même ceux qui dénoncent plus violemment l'addiction aux jeux vidéo, comme la Chine, le Japon, la Corée, personne n'a jamais dit qu'il y avait une addiction à la télévision, même si des gens peuvent y passer 10 heures par jour, et encore plus avec Netflix. Alors en revanche, il existe depuis 2018, l'an dernier, un gaming disorder qu'on traduit par trouble du jeu vidéo. C'est l'Organisation mondiale de la santé qui donc déclarait qu'il existait un gaming disorder, mais qui n'est pas traduit. Si vous allez sur le site de l'OMS sur Internet, vous verrez que ce n'est pas traduit par addiction au jeu vidéo, c'est traduit par trouble du jeu vidéo. Alors la distinction est importante parce que dès qu'on prononce le mot addiction, ils ne sont pas cons à l'OMS en ayant traduit par trouble. Dès qu'on prononce le mot d'addiction, on pense tout de suite au modèle des substances toxiques. Le modèle des substances toxiques, comme vous savez, c'est que si on en est brutalement privé, on a un syndrome de sevrage. Le type de l'alcoolique qui fait la crise de délirium très mince, ou le tabagique qui devient à moitié fou s'il est privé de son tabac, voilà, brutalement. Donc il y a un syndrome de sevrage physiologique. Physiologique, ça veut dire que vous transpirez, vous avez une accélération cardiaque, vous pouvez avoir un choc cardiaque. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas content. Ça, c'est sevrage psychologique. Mais bon, dès qu'on nous prive de quelque chose qu'on aime bien, on n'est pas content. C'est normal. Qui a mangé mon chocolat, on m'était en colère, voilà. Mais ce n'est pas pour autant qu'il y a un syndrome de sevrage physiologique. Donc, l'addiction à la substance, il y a un syndrome de sevrage physiologique et il y a un risque de rechute. C'est-à-dire, on sait notamment que tous les ados qui sont gros consommateurs d'alcool deviendront des adultes gros consommateurs d'alcool. Les ados qui fument du tabac deviendront des adultes gros consommateurs, etc.
Il n'y a pas d'addiction j'ai failli dire cannabis, il n'y a pas d'addiction au cannabis. Mais par contre, le cannabis est ravageur pour les capacités de mémoire chez l'adolescent. Il fait beaucoup, beaucoup de mal, le cannabis. Mais chez l'adulte, non, puisque sinon, les cultures maghrébines qui ont bouffé du cannabis pendant des siècles, ils n'ont pas été décérébrés. Hein. Donc, chez l'adulte, le cannabis, la consommation de cannabis, ce n'est pas un problème. Par contre, pour ceux qui le fument, c'est un problème parce qu'il y a le tabac dedans. Le tabac, c'est très, 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 très addictogène et très toxique. Voilà, donc, petite parenthèse, parce que ma langue a failli fourcher, j'ai failli dire fumer du hashish, et pour ça, je me suis repris. Donc, si on en revient, donc, substance toxique, syndrome de sevrage et risque de rechute. Alors maintenant, si on prend le gaming disorder, c'est-à-dire le trouble du jeu vidéo, ben, il n'y a pas de syndrome de sevrage, il y a un syndrome de sevrage éventuellement psychologique. Hein. C'est évident que si des parents disent à un môme qui est en train de jouer aux jeux vidéo, ça suffit comme ça, et qu'ils arrachent la machine, ben c'est d'une violence inouïe. Donc c'est normal que l'enfant hurle, proteste, donne des coups de poing à droite à gauche. Ben on ferait pareil à sa place. Mais il n'y a pas de syndrome de sevrage physiologique. Ce qui est d'ailleurs largement démontré par le fait qu'il y a des institutions aujourd'hui qui gagnent beaucoup d'argent avec des séjours de détox. Mais vous n'enverriez jamais des vieux alcooliques une semaine crapahutés en montagne. Ben, il faudrait le SAMU qui court derrière, hein, parce que vous auriez le syndrome de sevrage physiologique ravageur. Donc ça prouve bien qu'il n'y a pas de syndrome de sevrage physiologique. Et il a été montré qu'il n'y a pas de risque de rechute, puisqu'on a beaucoup de recul sur les jeux vidéo. Et depuis 1980, il y a eu des joueurs de jeux vidéo adolescents frénétiques. Et tous mes amis, tous les garçons de mes amis avaient joué comme des fous dans les années 2000. Hein, et il fallait tous que je leur donne des consultations tellement les paniquer. Je reçoive leur ado, paniquer. J'ai toujours rassuré, j'aurais dit, vous inquiétez pas, effectivement, il n'y a pas de continuité entre le fait de jouer beaucoup à l'adolescence et le fait de jouer à l'âge adulte. Ça veut dire que statistiquement, tous ces joueurs adolescents fous des années 2000-2010, ils sont tous maintenant devenus des adultes joueurs modérés. Donc c'est le deuxième argument pour dire que ce n'est pas comme une addiction à substance toxique. C'est pour ça qu'on traduit, l'OMS traduit gaming disorder par trouble du jeu vidéo. Donc il vaut mieux éviter le mot d'addiction, les troubles du jeu vidéo pathologique. Voilà. Oui. Oui. Alors il y a... Oui, puis il y a les relations sociales aussi. Alors, il ne faut pas minimiser. Ce n'est pas parce qu'on ne parle pas d'addiction que c'est moins grave. Ce n'est pas parce qu'on dit de quelqu'un, vous inquiétez pas, il n'a pas le cancer, c'est que le sida, il ne faut pas s'inquiéter. Non, ou la même chose, vous inquiétez pas, il n'a pas le sida. Bon, il a un cancer, mais bon, c'est qu'un cancer, c'est pas le sida. Non, il n'y en a pas un qui est moins grave que l'autre. Donc, ce n'est pas parce qu'on ne parle pas d'addiction aux jeux vidéo que c'est moins grave qu'une addiction à un produit toxique. Mais ce n'est pas la même chose. C'est ça qu'il faut comprendre. Ça veut dire qu'on ne le soigne pas de la même manière et qu'on ne se préoccupe pas de la même manière de créer une interruption complète. C'est-à-dire si quelqu'un boit et qu'on veut arrêter qu'il boive, il ne faut plus rien qu'il boive. Si quelqu'un joue à un jeu vidéo et qu'on veut qu'il change, il faut le faire évoluer vers des pratiques créatrices et socialisantes. Donc, vous voyez, ce n'est pas la même stratégie. C'est ça qu'il faut comprendre. Mais ça ne veut pas dire que ça soit moins grave, parce que le gros problème du jeu vidéo excessif, comme de Netflix d'ailleurs, c'est la perte de sommeil, et de la perte de sommeil vont découler des problèmes en série, moins de disponibilité professionnelle, affective, moins de capacité de concentration, risque, si on utilise des machines, d'accident, risque si on fait des écritures d'erreurs, voilà, donc il va y avoir des mauvaise alimentation, il va y avoir des problèmes qui vont s'enchaîner en série. Hein. Donc c'est un problème de santé publique. Mais si vous voulez, il faut bien comprendre que le fait qu'on ne parle pas d'addiction, ça ne veut pas dire que ça soit moins grave, mais ça veut dire que ce n'est pas la même chose. Et si on parle d'addiction, les gens tout de suite pensent produits, substances toxiques. Moi j'ai eu un
un contre-effet problématique des parents. Je leur dis, mais ils viennent me voir, notre fils, vous voulez venir, notre fils, on voulait qu'il vienne avec nous, il n'est pas venu, il passe son temps sur la console. Donc j'essaie de comprendre s'il est autiste ou pas. S'il est autiste, on fait autrement, visiblement pas autiste du tout. Donc je dis aux parents, enlevez-lui sa console. Les parents disent, on ne peut pas. Je dis, pourquoi? Parce que c'est une addiction. Donc si on la lui enlève, il va faire un syndrome. Faire un syndrome de sevrage. Non, il n'y a pas de syndrome de sevrage. Donc, vous voyez, il y a eu, alors moi maintenant, mais il y a eu un moment où quand le mot d'addiction était partout prononcé, il y a vraiment des gens, vraiment des parents qui avaient même peur d'intervenir parce qu'ils avaient peur de créer un syndrome de sevrage. Donc il faut dire non, il n'y a pas de délirium ludens, comme je dis toujours. Il y a bien un délirium très mince, pas de délirium ludens. Et donc du coup, n'hésitez pas. Voilà, faites-le. Oui. Moi, je trouve quand même que dans les nouveaux jeux, justement, qui étaient à l'époque, on avait des jeux Oui. où il y avait un délai qui se limitait, il y avait une partie, on perdait, on était énervé, on recommençait, on progressait ou pas, on s'arrêtait quand on avait décidé d'arrêter. Aujourd'hui, les jeux vidéo, on ne décide plus du temps auquel on peut y jouer, parce que c'est un jeu en réseau et que tout le monde doit être connecté à telle heure. Le jeu peut durer pendant une semaine parfois. C'est des mini-parties en fait qui se terminent pas parce qu'on avance, parce qu'il y a une extension du jeu et que ça ne s'arrête jamais. Donc en fait le jeu ne se termine jamais et on a l'impression que l'enfant est addict. En fait l'enfant est addict à le fait qu'il n'y ait pas de fin. Enfin, il veut juste savoir comme dans une série Netflix qu'est-ce qui se passe dans l'épisode suivant. Donc il est addict sans être addict. C'est une émotion qui est réelle. Et je sais qu'il progresse. Enfin, par expérience, mon petit frère joue en ligne en réseau. Au début ça me frustrait parce qu'on n'a que 2 ans d'écart et que je voulais faire des choses avec lui et que je n'ai pas tiré par ce côté-là. Je me suis juste intéressée à ce qu'il faisait. Et en fait je me suis rendu compte qu'il gérait une équipe de 10 personnes en ligne qui ne connaissaient pas, qui l'apprenaient à progresser, qui maîtrisaient l'anglais mieux que moi à l'école, parce que Brian is in the kitchen, je n'ai jamais resservi, que lui, il y avait de la technique en fait, des mots comme ça en anglais qu'il maîtrisait, parce que dans le jeu vidéo on lui demandait de les connaître ces mots. Pour s'exprimer et pour échanger avec les joueurs, il fallait bien qu'il maîtrise l'anglais, donc il a appris plus vite l'anglais que moi, alors qu'il avait 2 ans de moins, ce qui est assez frustrant. Et je me suis rendu compte qu'après un an de jeu, tout ce que je lui ai reproché était complètement irréaliste. Je sais pas, il y avait une meilleure confiance en lui, j'avais l'impression. Oui, on peut. Voilà, non, c'est bien. Connaissance même du monde, parce que les gens avec qui je jouais étaient dans le monde entier. Et tu sais que dans tel pays ça se passe comme ça, les lois. Moi, je ne savais pas. Donc il y a un apprentissage derrière où on ne se rend pas compte si on s'y intéresse. Voilà, ça peut être créatif et socialisant, mais c'est parce que vous y êtes intéressé. Ça aurait pu être aussi désocialisant et non créatif, parce qu'il y a beaucoup de gens qui jouent de façon désocialisante et non créative. Alors par contre, pour terminer avec cette question d'addiction, puis d'ailleurs on va terminer avec ça, c'est que si l'OMS a décrété qu'il y avait un gaming disorder, c'est pas parce que l'OMS réfléchit depuis 1980 et que tout d'un coup ils se sont dit ah ben tiens, on n'y avait pas pensé, un gaming disorder. S'ils l'ont dit tout d'un coup, c'est parce que les jeux vidéo ont complètement changé. C'est-à-dire qu'en effet, jusqu'à maintenant, on achetait des galettes, donc récemment des DVD, 60 € là, quand je sors, 19,50 € quand il est sorti depuis un an, voilà, mais tout le monde le veut quand il sort. Et puis on y jouait du début jusqu'à la fin, soit tout seul, soit après un réseau. Aujourd'hui, on entre dans une nouvelle période des jeux, c'est que c'est le jeu qu'on appelle free-to-play, c'est-à-dire il est gratuit, mais qu'en revanche, on peut introduire 2 €, 4 € des fois pour acheter quelques canons, quelques perfectionnements technologiques, une nouvelle armure, etc. Et donc, pourquoi est-ce que l'OMS a tout d'un coup déclaré qu'il y avait un problème de gaming disorder? C'est parce qu'un certain nombre de jeux vidéo un certain nombre d'éditeurs de jeux vidéo introduisent sans rien en dire à l'intérieur des jeux vidéo des stratégies jusqu'à maintenant réservées aux jeux de hasard et d'argent. Donc en fait, le jeu de hasard et d'argent est considéré comme une forme d'addiction, c'est gambling disorder depuis je ne veux pas dire de bêtises, mais enfin au moins depuis 10 ans. Et donc le fait que des éditeurs de jeux introduisent des stratégies de jeux de hasard et d'argent à l'insu des joueurs fait craindre que ces jeux qui se présentent comme des jeux vidéo soient en fait des jeux qui sont tout autant du côté des jeux de hasard et d'argent interdits aux moins de 18 ans que du côté des jeux vidéo proprement dit. Ce qui a amené la Belgique à interdire aux moins de 18 ans 4 jeux vidéo qui étaient 12+, dont Fortnite. Et en France, l'Argel, qui est censé gérer les questions de jeux de hasard et d'argent, a demandé la réunion d'une commission internationale pour réfléchir à ce problème. Mais ça pour dire donc que les jeux vidéo ont beaucoup évolué et qu'il y a maintenant des jeux vidéo qui sont non seulement addictogènes par le fait qu'ils soient jolis, qu'ils soient interactifs, mais ils sont addictogènes parce que
il y a des spécialistes du comportement humain qui ont introduit dans ces jeux des procédés utilisés pour retenir les joueurs de jeux de hasard et d'argent. Et si Fortnite est décrété le jeu le plus addictogène, jusqu'au prochain, que je n'ai pas encore joué d'ailleurs, je ne sais pas, le nouveau jeu qui est en train de détrôner Fortnite, ça va très vite, hein. Mais si Fortnite a été déclaré encore jusqu'à il y a 15 jours le jeu le plus addictogène, c'est parce que c'est celui sur lequel des spécialistes des neuroscientifiques spécialisés dans le comportement humain sont intervenus directement pour imaginer des procédés pour retenir le joueur. Oui, une dernière question. Les éditeurs de jeux vidéo, ils ne sont pas contrôlés? C'est eux qui le font. Ils s'autocontrôlent? C'est eux qui fabriquent. Non, justement, les éditeurs de jeux vidéo qui introduisent Oui. les stratégies. Ils sont... Il n'y a pas d'organisme... Si, c'est ce que je suis en train de vous dire, c'est l'Argel. L'Argel en France, donc en Belgique, l'équivalent belge de l'Argel. Ah ben, il fallait quand même... Non. Il n'y a pas des contrôles quand un Si. éditeur veut sortir un jeu, un contrôle... Si, c'est la norme PEGI. Mais si vous voulez, la norme PEGI, elle est jugée partie, puisque PEGI, c'est fabriqué par le syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs. Donc PEGI est jugé partie, et si vous voulez, PEGI a toujours fait comme si ça n'existait pas. Puis il a fallu que, tout d'un coup, parce qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs, il n'y a pas beaucoup de spécialistes dans le domaine du jeu de hasard et d'argent qui s'intéressent aux jeux vidéo. Donc ça a mis plusieurs années pour remonter. Mais en fait, c'est remonté brutalement il y a quelques mois, quand la Belgique a interdit aux moins de 18 ans 4 jeux vidéo qui étaient normalement 12+, dont Fortnite, enfin normalement réservé jouable aux plus de 12 ans. Et je vous dis, en France, l'Argel a demandé une réunion d'une commission internationale, voilà. Mais en tout cas, c'est ça aujourd'hui qui est au centre de la question des jeux vidéo. C'est une meilleure information du joueur sur les stratégies de jeux de hasard d'argent susceptibles d'être introduites dans des jeux vidéo. Il y a le grand débat actuel, il est là-dessus, hein. Et ça se fait autour de ce qu'on appelle les loot box. Les loot box, c'est des boîtes fermées. Loot, ça veut dire butin en anglais, box ça veut dire boîte, boîte à butin, c'est quoi? C'est que vous pouvez acheter à l'intérieur d'un jeu pour moins d'€1 une boîte, ou pour 10 € vous en avez 50, pour 20 € vous en avez 100, et vous achetez des boîtes fermées, vous ne savez pas ce qu'il y a dedans, et donc ça c'est assimilé au jeu de grattage. Vous achetez 50 tic-tac et vous les grattez et vous ne savez pas ce qu'il y a dedans. Donc ça, c'est notamment les loot box aujourd'hui sont beaucoup discutés dans les jeux vidéo, puisque c'est la logique de jeux de hasard et d'argent. Oui. Que l'inverse est vrai, c'est-à-dire que si on les empêche de jouer, est-ce que ça va devenir des adultes, des ados S'il y avait des ados ici, ils diraient tous oui. Mais je ne crois pas qu'il y ait eu d'études faites dans ce sens-là, non. C'est pas que... Ceci dit, j'ai vu dans mes consultations quelquefois des ados qui avaient été tenus à l'écart du jeu par leurs parents et qui avaient basculé dans une vraie pratique pathologique dès qu'ils l'avaient découverte. Encore une fois, ça dépend de beaucoup de facteurs individuels, familiaux, environnementaux, puis biologiques. On n'a pas la même susceptibilité au tabac, à l'alcool, aux écrans, aux jeux vidéo. Ça dépend de beaucoup de choses. Voilà, merci de votre attention. Bonne continuation.